Les data ne prédisent pas le futur, ça renseigne sur le passé. Tu ne peux pas vraiment savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Salim Gaoupassi, Deputy Manager à Gozem. Il faut que tes collaborateurs, tes collègues soient des gens qui n'ont pas en fait peur de réfléchir. Ce sont des gens qui osent réfléchir en fait. Si tu arrives à avoir 100% de croissance avec un projet, c'est certainement parce que tu en as lancé 4 autres qui n'ont pas fonctionné. C'est quelqu'un qui a démissionné de sa propre start-up à peine 20 mois après l'avoir lancé. C'est quelqu'un qui aujourd'hui court et qui est tombé dans le trou. Quelqu'un qui s'est trouvé. Un client reste chez toi parce que tu lui offres quelque chose en plus. Les gens ne se rendent pas compte du fait qu'un simple livreur qui vient te livrer « Bonjour madame, bon appétit, bonne journée » change beaucoup de choses d'un livreur « Oui, bon, prenez votre commande ». Ce sont des coulisses qui vont vous apprendre à persévérer, à trouver en vous la force et la résilience de continuer même quand tout est perdu. Comment ça va? Ça va, Mylène, et toi? Comment ça se passe aujourd'hui, traverser Lomé et Cotonou? Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que le Togo a finalement en fait fini la route. Donc, on va à Lomé beaucoup plus vite. Quand on vient à Cotonou beaucoup plus vite. Non, mais si ça se transpose à moi, il y a déjà en fait la famille. Donc, pour moi, c'est des valeurs très importantes, en fait, au-delà de tout, la famille, les amis, l'entourage. Donc, je fais du mieux, en fait, pour être ici tout le temps, quoi, du mieux que je peux. Ok. Tu n'as pas encore ta propre famille? Non, pas encore. Pas encore, ok. C'est un peu effrayant, mais bon, c'est un passage obligatoire. Bon, c'est pas, ça n'a pas à être obligatoire. Ouais, Si on n'admet pas qu'on a d'accord. envie d'avoir une famille ou pas, c'est pas Je suis nécessaire. d'accord. Écoute, tu es le genre de personne dont la vie a été déterminée par des moments clés. Tu me racontais ce moment il y a quelques instants où tu as failli mourir et à cause d'une vanne nulle, On tu est as eu la encore en vie vie. sauve. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment? Oui, donc c'était en classe de troisième. Euh, J'étais un peu puni en fait par les parents parce que j'ai eu une très bonne éducation, je ne vais pas m'en cacher, jusqu'en classe de quatrième où en fait on avait en fait chauffeur à disposition, etc. En quatrième, nous on avait envie de liberté et on commençait à connaître la puberté. Donc on a convaincu papa en fait de nous mettre dans une école publique qui était à 1 kilomètre de la maison, simplement pour pouvoir marcher, pour aller au boulot et donc avoir cette liberté-là. Donc, il a fini par céder parce qu'on a fait front commun, mon soeur et et mon frère, pardon. Et donc, voilà, donc en quatrième, j'ai connu la grève. Pour moi, je ne savais pas que ça existait, c'était le paradis. Donc, j'ai brillamment échoué mon année avec 7 de moyenne. Donc, mon répétiteur dans le temps, en fait, était très confiant que j'étais en mesure, en fait, de surmonter le challenge de la troisième. Donc, il a pu m'obtenir une place, en fait, dans une école. Je vais taire le nom. Et donc voilà, donc bref, j'ai fait ma troisième directement et tout. Et un jour, en fait, pendant qu'on traversait en fait la route pour rentrer à la maison, donc j'étais avec un groupe d'amis. On était sur le point de traverser, la route s'était dégagée et donc j'avais une crush en fait parmi les personnes avec qui je devais traverser la route. Donc j'ai fait une vanne pourrie. Et l'instant en fait de cette vanne, je me rappelle bien, on était 5 à traverser, donc moi accompagné de 3 amis qui étaient des filles, donc généralement en fait je les aidais à traverser. Il y avait une autre personne en fait au bout du fil qui était de l'autre côté qui voulait traverser avec nous. Donc j'ai fait une vanne, on s'est mis à rigoler avec mes amis, il a traversé et en une seconde en fait on entend un gros bruit. Donc il s'est fait prendre en fait par un véhicule, qui l'a fait traverser la route, il s'est fait reprendre par un autre véhicule, il est revenu au point de départ. Et puis voilà, donc il a perdu la vie, c'était très difficile et puis là, en fait, tu te rends en fait compte qu'il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas. Et donc, pour chaque instant en fait que tu vis, il faut les vivre en fait à fond. Pourtant, il y avait un moment que tu as très bien contrôlé. C'était le 21 août 2021. 20 mois après avoir cofondé Quattro, tu déposes ta démission. Yep. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour motiver une telle décision? Je suis quelqu'un qui croit beaucoup, beaucoup en fait à tout ce qui est storytelling. Mais au-delà, quand je parle de storytelling, je ne parle pas de ce qu'on voit en fait sur Internet, etc. Je parle en fait d'une histoire vraie. Et généralement, les histoires vraies en fait partent des motivations profondes en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Et donc, avec mon associé du temps sur Quattro, on avait une vision commune en fait. Très rapidement, on s'est rencontrés, on a discuté, il m'a exposé son projet. Et moi, je suis quelqu'un, dès que j'ai un projet, je le documente. Donc, j'avais déjà un deck qui était prêt.
Je lui ai présenté le deck, donc il n'y avait plus de sujet. On savait exactement ce qu'il y avait à faire. On a monté la boîte. Ça a pris 5 minutes, en fait, la prise de décision. Je peux comprendre, en fait, aujourd'hui, avec du recul, en fait, c'est quelqu'un qui connaît pas vraiment l'écosystème startup. Il est vraiment dans les finances. Et donc, pour lui, la profitabilité, en fait, était une question, en fait, from day one. Donc, c'est de bonne guerre. Mais en fait, à notre étape, il n'était pas question de parler de ça. On pouvait parler de rentabilité déjà dans un premier temps. On était rentable. Le problème, en fait, c'est que il y a eu, en fait, des petites fissures, en fait, donc en termes euh, d'incompréhension par rapport à la vision propre de l'entreprise. Et si tu veux, pour être honnête, j'étais pas en fait l'actionnaire avec la plus grande part en fait d'action. Et donc la plupart des décisions en fait échappaient à mon contrôle. Mais en réalité, c'est au-delà de l'ego. Pour moi, le plus important était en fait qu'on reste euh, fidèle à notre vision, ce pourquoi on a décidé de faire ce qu'on fait. Donc, la gestion d'une start-up avait commencé en fait à être celle d'une PME classique. Donc, qui ne laissait pas en fait de potentiel de croissance énorme. Donc, les premiers signes pour moi, c'était déjà en fait le désengagement de mes meilleurs collaborateurs, donc des gens qui ont voulu travailler avec moi sans demander un contrat, sans demander quels étaient les engagements, qui ont risqué leur carrière professionnelle. Donc, ces personnes étaient désengagées à cause de la direction qu'on prenait. Donc, j'ai perdu, si tu veux, 50% de mon staff qui étaient en fait des personnes très compétentes. Et en fait, au fil du temps, les choses s'accumulent. Tu te rends compte que on fonce droit dans le mur. J'ai beaucoup essayé, on a beaucoup essayé de communiquer, mais à un moment donné, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait vraiment une fissure en fait qui était très grosse dans la vision. Et au nom de ça, en fait, j'ai décidé, c'est peut-être un peu égoïste, mais j'ai décidé de me retirer parce que je préfère être celui qui a tort que celui qui conduit tout le monde en fait dans le mur. Donc, j'ai fait ce choix-là, qui est un choix très difficile, de quitter l'entreprise avec mes convictions et de laisser en fait l'entreprise prospérer en fait selon la nouvelle vision. C'était très difficile, mais c'était ça en fait la petite histoire. Ok. L'entreprise a prospéré après ton départ. Alors, si tu veux, je dirais que l'entreprise a d'abord connu, bon, pour moi, j'ai connu deux réussites majeures à Quattro. Euh, la première, en fait, c'est que quand je suis parti, 6 mois après, les opérations ont continué à tourner parce qu'on a mis en place des process qui sont très solides. Donc, pendant ces 6 mois, enfin, je sais, en fait, que l'entreprise a maintenu plus ou moins les mêmes chiffres. Mais après, c'était difficile, en fait, de continuer en fonction de la vision stratégique, en fonction de la plupart, en fait, des meilleurs talents qu'on avait qui étaient partis. Je pense, en fait, que l'entreprise a connu un gros ralentissement. Donc, mon premier succès, c'était des opérations et des process qui tournent. Mon second succès, c'est que 5 parmi mes anciens ingénieurs, en fait, aujourd'hui, gagnent au moins le double de mon salaire. Il y en a d'autres, en fait, qui ont quitté Quattro directement pour aller prendre, en fait, pour aller travailler dans de très, très grosses boîtes. Diamo, par exemple. Donc, j'ai 3 anciens, en fait, employés qui sont allés à Diamo. Corentin, Nelson, Kevin. Donc, sont directement allés à Diamo, en fait, après Quattro. Bon, Nelson, lui, il est passé à Tipper Cash avant. Mais pour moi, en fait, c'est ça, en fait, moi, mes résultats et mon succès à Quattro. Tu parlais de la storyline Yeah. que toute personne devrait se décider à écrire sur sa propre vie. Toi, ta storyline, c'est l'histoire du gars qui était censé faire une filière, qui s'est retrouvé en agronomie, qui a appris à coder, qui a fait du RH à FIFA. Exactement. Enfin, c'est quand même parti dans tous les sens pour finalement se retrouver sur le domaine des startups, du produit, Exactement. de l'ingénierie en somme. Exactement. Passons vers justement le début de l'histoire, à savoir le moment où tu te retrouves interne à FIFA. Effectivement. Et ça, en fait, c'était en 2015-2016. Mais si tu veux, tout a commencé en 2007. 2007. En 2007, si j'ai bonne mémoire, j'étais en classe de cinquième. Mon père, en fait, avait été affecté dans une autre ville, à Boycon. Euh, et dans cette période-là, c'était une période très difficile. On a déménagé, etc. Et c'est une période très, très difficile, en fait. La Financièrement. transition, non, pas du tout. Franchement, on était dans de bonnes conditions, de très bonnes conditions. Mon père, en fait, était un haut cadre, en fait, de l'administration publique. Euh, mais la transition était difficile. Donc, perdre un peu le confort de la ville, etc.
Et à un moment donné, il est tombé malade. Il est tombé très, très, très malade. Je me rappelle encore. Et il était tellement malade, en fait, qu'à un moment donné, on pensait qu'il ne reviendrait plus. Donc, à partir de ce moment, j'ai eu une discussion avec ma mère que je vais jamais oublier, qui m'a fait comprendre que, donc j'avais 11 ans. Donc, elle m'a fait comprendre, en fait, que même si quelque chose arrivait, bien qu'elle était convaincue que tout irait bien, mais au cas où quelque chose arriverait, même si on perdait tout ce qu'on avait, elle savait qu'elle pouvait compter sur moi et que, en fait, j'avais tout ce qu'il faut pour prendre soin d'elle et de mes frères et sœurs. Donc, à 11 ans, ta mère te dit l'homme que tu allais devenir. Exactement. Et donc, à partir de ce moment, euh, je découvre, en fait, le moi en volte-face. Donc, très en colère contre le monde, dans le sens où je me disais, en fait, que je prenais conscience d'à quel point on pouvait tout perdre à tout moment. Et que le plus important, c'était déjà et fondamentalement de compter sur soi-même déjà. Donc, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre, en fait. Ce jour-là, éventuellement, on est en Afrique, avec ses propres réalités, beaucoup de scénarios, peut-être si les oncles, les tantes venaient prendre tout en otage. Tant que tu sais qui tu es, tu peux tout refaire, en fait, et tu dois tout refaire, en fait, pour dépasser, en fait, mon père. Donc, à partir de ce moment, je suis devenu un rebelle. Donc, hopefully, quelques mois après, papa est revenu, il était beaucoup mieux. Mais moi, dans ma tête, en fait, je savais en fait que tout pouvait partir à n'importe quel moment. Donc, je me suis rebellé donc, à partir de ce moment. Ça a été un très long combat avec mon père. Un très long combat. Il ne me comprenait pas et j'étais le seul à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Donc, je prenais mes responsabilités. J'ai commencé à faire les premières affaires en ce moment. Donc, j'achetais tout ce que je voulais pour revendre à l'école, etc. Je faisais des figurines en pâte à modeler, etc. Bref, longue histoire, mais 2015-2016, j'ai ma licence. Est-ce que tu continuais déjà au moment où tu as ta licence en agronomie? Non. Alors, En- donc déjà, en fait, oui, c'est bien que tu en parles parce que j'ai eu mon bac. Après mon bac, moi, je voulais faire l'agronomie parce que j'aimais beaucoup, en fait. J'avais même plein de lapins, plus de 40 lapins à la maison, des poulets un peu partout. Je salissais les carreaux du paternel. Donc déjà, quand tu as commencé ton petit business à 11 ans, où tu revendais plusieurs choses, ce business a quand même évolué. Oui, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as commencé à vendre par la suite? alors, honnêtement, je vendais tout. C'est bête de le dire, en fait, mais pour moi, j'essayais juste, en fait, de créer de la valeur à partir de tout ce que j'avais. Je me rappelle très bien un jour, et les mécaniciens qui sont en face de chez nous vont jamais me pardonner, j'étais déjà en quatrième. J'ai vu, en fait, dans le temps, on avait encore les téléphones avec différents bouts de chargeur, Alcatel pour lui, Nokia pour lui, Samsung pour lui, etc. Et j'ai vu un mec, en fait, qui vendait un chargeur, en fait, avec 10 bouts différents. Et il fallait mettre, en fait, 3 piles dedans et tout. Et quand tu mets les piles, c'était censé charger ton téléphone. Seulement, en fait, que tu vois les barres qui évoluent, mais en réalité, ça ne chargeait pas. Donc, j'ai convaincu les gars, bon, c'est vrai, je n'étais pas honnête. J'ai convaincu les gars que ça vient de Chine, machin, etc. Donc, c'est quelque chose que j'avais acheté à 500, je revendais à 2000 à tous les mécaniciens qui étaient en face de Tu chez te nous. faisais une marge de 1500. Exactement. Donc, si tu veux, de 300%. Donc, oui, j'essayais de créer de la valeur, en fait. Bon, là, j'avais 12 ans, hein, donc, mais j'essayais de créer de la valeur, en fait, au bout de tout ce que je trouvais. Donc, je suis pas resté, en fait, sur un seul truc qui a scale. Par contre, j'ai découvert, en fait, mon amour pour l'agronomie, spécialement la production végétale. Un jour, j'étais au marché avec la daronne. Je lui ai dit, prends-moi, en fait, une poule. Je me rappelle très bien, on l'a acheté à 800 francs. Et puis voilà, cette poule, en fait, j'avais plus de 80 poules à la maison qui se baladaient, d'autres que je ne reconnaissais plus. Je suis rentré dans les lapins, etc. Et donc, ça faisait que j'étais auto-indépendant financièrement, quoi. Donc, à chaque fois que je galérais un peu ou qu'il fallait, en fait, sortir, en fait, pour chiller un peu avec des amis, donc je vendais un ou deux lapins et puis c'était bon. Donc, Donc, pendant que d'autres jeunes personnes de 14 ans, pour sortir, vont demander, ah, papa, maman, est-ce que tu peux me filer quelque chose? Toi, tu vendais 2 ou 3 poules. ouais, Et le moi, week-end était assuré. c'est clair. Moi, je déteste, en fait, quand je demande l'argent, on me dit pour faire quoi? Je déteste ça. Et je suis un peu trop fier, en fait, pour ça, pour me justifier, pour, en fait, tendre la main. Donc, oui, pour moi, en fait, la seule façon de m'affranchir de ça, c'était vraiment de créer de la valeur. Donc, j'ai nourri cette passion-là après le bac, j'ai voulu faire l'agronomie. Bon, j'ai fait un bac T. Beaucoup de gens, en fait, vont trouver, en fait,
paradoxal, certains vont se retrouver là-dedans. J'étais très bon en mathématiques, mais j'étais pas nul en physique, j'étais très bête en physique. J'avais un répétiteur, plus il venait, plus je devenais bête. Bon, alors, c'est une longue histoire parce que éventuellement la physique, je l'ai connue en quatrième. Je parlais des grèves que j'ai connues en quatrième. J'allais pas à l'école, j'ai vraiment raté ma base et puis voilà. Mais les mathématiques, c'est plus facile. Bref, donc fallait s'inscrire. Mon père, je l'ai dit, en fait, il a été au cadre dans l'administration publique donc pendant plus de 25 ans et il ne jure que par l'administration publique. Donc même les écoles, même les universités, on peut faire des écoles, mais il faut qu'elles soient publiques. Donc j'ai tenté ma chance à la FSA, faculté de sciences agronomiques. Seulement que éventuellement il fallait faire des manipulations en fait au laboratoire, donc j'avais besoin d'une base solide en chimie. J'avais 6 au bac et c'était pas évident. Donc mon dossier n'était pas accepté et du coup les autres écoles susceptibles en fait, j'avais deux passions. Il y avait ça et l'informatique, mais plus dans la sécurité. Pour moi en fait, hacker c'était vraiment une passion. Donc, ça n'a pas fonctionné et donc les NEAM et les PAC aussi avaient fermé les inscriptions, donc je n'avais plus ma chance. Donc, il y a une cousine en fait qui m'a renseigné que je pouvais faire la géographie. Après la géographie, je vais faire en fait 1 an de transition pour pouvoir faire le master. C'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle fait. Donc ça m'a convaincu. Pour moi, je voulais pas perdre une année comme ça. Je me suis lancé dans la géographie. Et finalement, en fait, j'ai commencé à aimer un peu parce que j'ai découvert beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. La géographie physique, la cartographie, les systèmes géographiques d'information. Donc, je me voyais en fait rentrer dans l'armée. Donc, ça, c'est notre histoire. Après ma licence, parce que je tenais à avoir la licence pour avoir une chance d'être officier, je voulais pas en fait faire la route en tant que militaire. Et donc, pour moi, je voulais rentrer dans l'armée, travailler en fait au renseignement, construire en fait des drones de reconnaissance, etc. Donc, j'ai eu ma licence. Donc, le temps que je me prépare pour l'armée, je savais éventuellement que je veux être entrepreneur. Donc, j'ai raconté une histoire un peu plus tôt où il fallait que je me prenne en charge très tôt. Et pour moi, la meilleure façon, c'était de découvrir comment une entreprise fonctionne. Donc, j'ai opté pour un stage. J'ai été retenu à l'eau minérale FIFA, où j'ai fait les ressources humaines, la comptabilité. Au bout de 6 mois, on m'a en fait proposé mon premier contrat que je n'ai pas signé parce que j'ai démissionné en fait 2 mois plus tard en fait pour lancer ma start-up. Donc, voilà un Je pense que peu. c'était en 2013 que tu lances ta première start-up. Effectivement, en 2013, je lance ma première start-up. Ça s'appelle Oasis Bénin. Alors, c'est très bien que tu en parles parce que euh, mon père, j'ai dit que j'ai une bonne éducation. J'ai parfois eu une trop bonne éducation. Donc, mon père, en fait, son kiff les week-ends, c'était de se promener d'école en école pour me ramener, en fait, les derniers devoirs, les dernières épreuves à traiter, tu vois. Donc, en connaissant ça, je détestais ça, obviously. Mais ce qui est curieux, j'ai eu 6 au bac en physique chimie. Ma prière, c'était d'avoir 5. J'ai eu 6 parce que j'ai traité une épreuve de paire au pied qu'il m'a ramené 2 jours avant le bac où j'ai fait en fait l'exercice numéro 1 de la chimie et c'était l'exercice textuel qui était sorti au bac. Donc pour moi, en fait, je ne voulais pas que d'autres élèves comme moi aient le même hustle. Donc l'idée, c'était de créer en fait une plateforme qui centralisait en fait les dernières épreuves en fait des meilleures écoles du Bénin où on pouvait avoir un libre accès à ça, mais les corrigés étaient payants pour s'en prendre l'unité. Donc on l'a lancé, on a en board en fait une bonne vingtaine d'écoles au pied, Notre-Dame des Apothèques, etc. C'est très bête, c'est très curieux. Le projet n'a plus avancé parce que je n'avais plus l'argent pour renouveler l'hébergement qui était autour de 60 000 en fait dans le temps. Et donc le projet était mort. Donc ça c'est en 2013. Après je suis allé à l'université, obviously. Et donc, après la licence, pendant que je faisais mon stage, je voulais lancer en fait un deuxième projet euh, parce que honnêtement, je suis un flemmard. Et à chaque fois que j'avais un petit bout de temps, mon père m'appelle, j'ai besoin d'un cordonnier, j'ai besoin de ceci, de cela. Je me suis dit, mais on peut centraliser tout ça, on peut faciliter en fait ce genre de recherche à tout le monde. Donc, Google My Business n'était pas aussi ancré en fait chez les entrepreneurs indépendants comme aujourd'hui. Donc, ça fait quand même 8 ans. Pour moi, je voulais faire quelque chose comme les pages jaunes.fr en France où tu pouvais trouver n'importe quel professionnel autour de toi. Donc, je me suis associé avec la même personne avec qui je m'étais associé pour lancer la boîte en 2013. Seulement que là, il avait d'autres occupations. Il était papa, il venait d'être papa, c'était très challengeant. Je lui ai laissé mon ordinateur personnel. De temps en temps, j'envoyais de l'argent pour soutenir Internet, etc. Mais au bout de 6 mois, j'avais pas grand-chose, vraiment. Et c'était le déclic. Je me suis dit, you know what, I'm gonna learn this thing.
Donc, j'ai décidé là, en fait, d'apprendre à coder, comme tout le monde, dans le temps, site du zéro, Open Classroom. qui est devenu Open Classroom, HTML, CSS de base, JavaScript, c'était waouh. Et la première chose que j'ai faite, j'ai démissionné. J'ai lancé mon entreprise de mon stage. Bon, je dirais de mon contrat, on m'avait fait la proposition de contrat que je n'ai pas signé, donc de CDD. Et j'ai lancé une entreprise. Donc, j'allais voir les gens, je disais, je peux vous faire en fait votre site web, prendre en charge votre communication, en sachant en fait que tout ce que je pouvais faire en fait, c'était une landing page non fonctionnelle en fait. Je prenais les marchés, j'avais mon premier marché et je suis allé sous-traiter. Donc, pour moi, en fait, il fallait juste créer de la valeur. Mais en sous-traitant, il fallait en fait réduire les coûts. Donc, j'ai accéléré en fait dans mon apprentissage. Donc, j'ai appris en fait à faire les choses moi-même, monter les sites désormais moi-même. J'étais dans les 10 premiers au Bénin à avoir la certification Google Digital Skills. J'ai même été contacté par Google qui voulait faire une interview avec moi chez moi à la maison. J'ai encore les mails, j'ai signé les agreements, etc. parce que j'étais dans les 10 premiers au Bénin. Mais j'ai décliné parce que, longue histoire, je n'aimais pas trop ce qu'on me proposait. Moi, à la maison, on mange pas à table. Moi, je suis du Nord, quoi. On se sert le plat, on mange au sol, on se met ensemble et tout. Les gars voulaient que je demande aux darons de se mettre à table, etc. Non, moi, j'ai pas trouvé ça authentique. Je comprends la mesure, c'est marketable, j'ai pas trouvé authentique, donc j'ai zappé. Bref, donc avec cette code, en fait, rajoutée à mon arc, je proposais maintenant en fait la transformation digitale, la communication. Donc j'ai même géré la communication digitale pour FIFA pendant au moins 2 ans. Avec Xlab. Avec GeeksLab, effectivement. J'ai travaillé avec Move, MTN, blablabla. Mais c'était pas suffisant. Il fallait créer en fait de la valeur à échelle. Alors, c'est vraiment pas parce que je discute avec toi, mais j'ai découvert TechExcel, j'ai découvert Etrilabs, j'ai découvert en fait les anciens projets en fait qui avaient Iwaria et je me dis mais attends, this is the place I want to be, you know. Donc ça m'inspirait et donc les startups, c'est comme ça, c'est parti. Est-ce que tu as été à TechExcel pour rencontrer les gens, les gars, discuter avec eux? Oui, oui et non. Je n'ai pas choisi une stratégie frontale. J'ai contourné. Donc, contourner pour moi, en fait, c'était déjà en fait d'aller dans tous les événements qui étaient ouverts au public, écouter, parce que je venais d'un monde où j'étais totalement profane. J'ai appris des choses moi-même, oui, mais dans la vraie vie, est-ce que c'est comme ça se passe? Je peux monter un site web pour une entreprise, mais c'est différent de monter en fait un produit que tu commercialises, tu attires des clients. Il fallait que j'apprenne. Donc, à chaque fois qu'il y avait un talk, j'étais dans tous les talks, les Google Developer Group, tous les meet-ups qu'il y avait, donc j'y allais éventuellement. Et pour moi, en fait, je voulais pas venir, en fait, postuler à TechExcel pour avoir un nom, par exemple, et Tristars pour avoir un nom. Donc, fallait, en fait, que je comprenne comment ça se passe, que j'aille, en fait, travailler sur mes soft skills et revenir, en fait, plus fort. Donc, éventuellement, des années après, je suis revenu, donc, et Tristar 3. Donc, j'ai été retenu, en fait, avec, le nom est tordu, Pergameno. Donc, ça veut dire parchemin en italien ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Où l'idée, en fait, c'était de, encore là, une fois, grâce à mon père, parce que c'est quelqu'un qui va très souvent au nord, donc il prend les bus pour voyager et tout. Et à chaque fois, c'est moi qui l'envoie. Et j'avais trop le seum à chaque fois qu'il m'appelle pour aller acheter un ticket de bus. Donc, je m'étais rendu compte que c'est quelque chose que je pouvais monter. Donc, j'ai décidé de mettre en place une plateforme, en fait, pour permettre à tous les voyageurs d'avoir leur bus, leur ticket de bus depuis leur application, depuis Mobile Money en code QR qu'ils pouvaient scanner, en fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a postulé, on est rentré à TechExcel et à Ethristars éventuellement. Et c'est en participant à Ethristars que je me suis rendu compte que j'avais abordé le problème de la mauvaise manière. J'ai construit tout le produit avant d'aller vers les clients. Éventuellement, 82% de mes clients n'étaient pas la cible du produit. C'est des agriculteurs, ce sont des commerçants qui font les navettes en fait. Ce sont des étudiants qui voyagent une fois par an. C'était pas sustainable. La plupart des voyageurs réguliers, c'était pas ça. Donc, on a repensé le paradigme, on a pivoté. Et puis, en temps, je suis reparti en fait dans mon entreprise où j'ai rencontré mon associé, où on a lancé Quattro par la suite. C'est assez intéressant de voir comment est-ce que TechExcel a powered énormément de talents au Bénin. Beaucoup de personnes exceptionnelles, que ce soit aujourd'hui dans des entreprises internationales ou dans leurs propres entreprises, Yep. ont à un moment donné touché du doigt
cet écosystème Tech Excel. Et même Irao, Yeah. j'ai rencontré des gens là-bas fortuitement. Je pense que c'était aux 55 heures de la francophonie en 2015. J'ai rencontré Ulrich Sossou et ensuite j'ai rencontré justement Senam Yep. et j'ai commencé à fréquenter et tout ça. Et juste le fait d'être dans un environnement où des gens ont des ambitions démesurées. Enfin, je dis démesurées parce qu'à l'époque, toi, tu ne rêves pas aussi grand et tu te dis, mais je pensais que je rêvais grand. Exact. Et là, il me montre que... Écoute, tu sais, la dernière fois, je suivais une interview de David Goggins avec Huberman. Et je crois savoir que David Goggins t'a sauvé la vie quand tu as quitté Quattro. Yes. Yes. Très belle histoire. Donc, David Goggins, pourquoi? Parce que je lis beaucoup. Donc, pour moi, éventuellement, je me suis formé avec Open Classroom, certes, YouTube, mais la plupart, en fait, de mes soft skills, c'est les choses que j'ai acquis dans les livres. Donc, je ne dirais pas que je suis un lecteur avide, pas autant que toi. Je lis peut-être 1 ou 2 livres par mois, mais j'ai appris énormément de choses. Donc, dans cette période après Quattro où j'ai un peu touché le trou, il y avait une lecture, en fait, un jour, sur laquelle je suis tombé. Je vois un mec sur la page de couverture, militaire, à la lutte, très énervé, mais derrière lui, un mec qui est gros. Je me suis dit, OK, ça peut être une bonne histoire, en fait, à lire, en fait. J'avais aucune appréhension avant de prendre le livre. Et là, je commence à lire, je n'arrive plus à m'arrêter. Il n'y avait que des gros mots, shit, fuck, etc. Mais là, en fait, je découvre, en fait, tout un autre univers, en fait. Comment on arrive à se transcender, comment est-ce qu'on arrive, en fait, à passer outre, en fait, le statu quo. Et là, je me rends, en fait, compte, à nouveau, une deuxième fois dans ma vie, parce que j'étais dans le trou, que la seule personne qui peut te sortir de là où tu es, c'est toi-même. Donc, à travers le livre de David Goggins, en fait, j'ai appris, en fait, que, il était très important de toujours mettre la barre très haute. Mais en fait, ce n'est pas dans le confort que tu l'as, en fait. C'est déjà en prenant conscience de tes propres faiblesses et en faisant face, en fait, sans te détourner de ça. Plusieurs choses. Déjà, en fait, vaincre toi-même parce que c'est la personne la plus difficile, en fait, à combattre. Ensuite, installer une routine de discipline, éventuellement, et toujours, en fait, faire des choses qui te dépassent en termes de challenge. C'est les 3 points clés que j'ai retenus dans le livre de David Goggins. Can't Hurt Me. Can't Hurt Me, éventuellement. Donc, tous les matins, je me mettais à courir. Donc, je faisais du 4 km, 5 km. Je rentre chez moi, je fais un peu d'exercice, hit, la planche, les pompes. Je me sentais très énervé. Et donc là, j'étais prêt pour attaquer les journées. Donc, je me mettais là, je me rappelle très bien, sur mon standing desk. Donc, je reste debout pendant 6 heures de temps, à coder, à coder, à coder, à apprendre de nouvelles choses, à écrire des articles. Pour moi, écrire, en fait, ça me détend. Écrire des articles, partager mon expérience, c'est déjà, en fait, de la documentation. Mais écrire, éditer, ça me détend. Et ça me fait toujours du bien de partager un peu le peu de ce que j'apprends, so far, éventuellement. Donc, David Goggins, en fait, a été très décisif pour moi. Donc, depuis ce temps, je n'ai plus arrêté de courir. J'ai fait un premier marathon. Je prépare un autre marathon bientôt le 18 février. De combien de kilomètres? 42 km, toujours. L'année passée, c'était pareil. Donc, c'est le 3 décembre 2022. Et après ça, je ne sais pas si j'assume de le dire, mais après ça, je vais faire en fait de l'ultra running, donc de l'ultra marathon. Donc, je vais faire Miadjo, donc Anéro du Togo, jusqu'à la porte du non-retour à Ouida. Donc, ça me fait 73 km de course. Ouais. Écoute, j'ai vraiment envie de voir ça, mais au-delà de si tu arrives à atteindre ton objectif ou pas, ce qu'il est intéressant d'observer ici, c'est comment est-ce que tu as mis une certaine barre dans ta vie que tu dois atteindre chaque fois. Cette barre de dire, OK, je sors courir, je me donne les moyens de devenir meilleur que je ne le suis en ce moment-là. Ce que j'ai envie de mentionner ici, c'est que quand on dit tomber dans le trou, souvent aujourd'hui, on parle beaucoup de dépression. Yep. Et il n'y a pas que de la dépression dans le trou. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le fait de ne plus avoir ses repères. Il y a le fait parfois de tomber dans des addictions. Est-ce que tu as eu à éprouver cela et comment est-ce que tu as pu surmonter? Yep. Euh,
Alors, tout commence le lendemain de la démission de Quattro, puisque j'ai démissionné la veille de mon anniversaire. Donc je me lève, j'essaie d'aller au boulot et je me rends compte que non, déjà, j'ai plus mes accès dans Slack, etc. par mail et que j'ai trop de temps, en fait, pour moi. Donc, la première semaine, tu te dis, fine, ça fait 20 mois, en fait, que je travaille plus de 12 heures par jour. Donc, peut-être, en fait, que c'est quelque chose de bien. Mais au bout de la deuxième semaine, tu sors du déni et tu te rends compte que this is real. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc là, en fait, tu te rends compte que ta vision n'est plus claire. Ta vision, en fait, a été pendant longtemps, en fait, fidèle à une seule chose, en fait, où tu n'en fais plus part. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, cette question, on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on n'est pas bien entouré dans ce genre de temps, ou lorsqu'on n'est pas dans les bonnes prédispositions mentales, en fait, pour se poser certaines questions, ces questions, en fait, peuvent nous dominer, en fait, et prendre possession de nous. Donc, j'avais beaucoup de questions sans réponse. Malheureusement, et tu le sais certainement, le parcours entrepreneurial est très solitaire parfois. Donc, je travaillais 12 heures par jour. Ça m'a coûté, en fait, ma petite amie du temps. Ça m'a coûté quelques amis que je ne voyais plus. C'est très distant de la famille. Je quitte la maison, je rentre pendant une semaine, on ne se voit pas avec le daron, par exemple. Euh, donc, c'était assez solitaire. Donc là, en fait, tu reviens, tu te rends compte que tu as perdu beaucoup de choses, en fait, au cours de chemin. Et donc là, tu es un peu seul dans ton monde, avec tes questions, avec tes démons intérieurs, en fait. Où tous les soirs, quand tu te couches et que tu es seul, malgré les apparences, là, il n'y a plus de masque. Tu es honnête envers toi-même, tu te dis, mais merde, je suis dans le trou. Donc oui, c'était de la dépression. Avec la dépression viennent des mauvaises habitudes. Pour d'autres personnes prennent du poids, d'autres personnes perdent du poids, d'autres personnes tombent malades, etc. Moi, il y avait en fait la santé. Donc ma santé en fait était au fur et à mesure en fait en usure. Tantôt je perdais du poids, tantôt je prenais du poids malgré en fait mon activité sportive. J'étais tout le temps lourd, tout le temps la migraine, tout le temps la flemme, j'avais envie de rien, je ne voulais écouter personne. Même mon humeur, j'étais insupportable. J'étais vraiment insupportable en fait dans la période. Et je remercie en fait la plupart des amis en fait qui ont compris, qui sont restés. Euh, mais avec ça aussi, tu développes de mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes, en fait, c'était de l'addiction. Donc, dans mon cas, en fait, je traînais avec certaines personnes du quartier puisque j'avais tout le temps du monde. Entre deux ou trois articles, en fait, j'étais en fait à la PADA. Donc, la PADA, d'autres disent FADA. C'est les rassemblements, en fait, de jeunes, de vieilles personnes, principalement autour du thé. Donc, ça se retrouve, en fait, chez les Nigériens, chez les Hausa également. Et donc, avec la jeunesse vient la chicha. Donc, une fois, deux fois, trois fois, ça devient une habitude de tous les jours. Tu te rends compte que tous les jours, tu es dans la même routine. Donc, c'est chicha tous les jours à volonté, éventuellement, c'était pas. Et donc, la FADA s'est déplacée. Donc, la FADA était dans un petit ghetto. Et donc, j'étais dans le ghetto tous les jours, éventuellement, avec des personnes du ghetto. Donc, tu imagines le genre de discussion qu'il fallait avoir avec ce genre de personnes, etc. Des gens, en fait, la seule chose qui était importante, c'était comment j'achète, en fait, ma bœuf du lendemain. Donc, c'est la discussion que tu avais. Et un jour, je devais revenir, en fait, là, le soir à 19 heures parce que dans la nouvelle FADA, c'était dans la concession d'un ami avec qui on avait passé le bac ensemble, qui faisait le baptême de sa fille, qui nous avait invités. Donc, à 19 heures. Donc, le plan, bah, déjà, moi, j'étais à la FADA jusqu'à 18 heures. Pour moi, il fallait rentrer, prendre ma douche, finir de faire la prière et revenir en fait tranquillement profiter de la soirée. Donc dès que je rentre dans la rue, je vois trois véhicules de policiers qui étaient en intervention là. Ils ont délogé toute la FADA, donc tous les ghettos. Et avec eux, ils sont partis avec tous ceux qui étaient là dans la concession, y compris en fait la mère de mon ami, parce que tout le monde là était présumé pas innocent mais complice, si tu veux. Donc ça a été en fait 3 mois au cachot. Donc on a couru, on a cotisé un peu d'argent pour les sortir. Et puis à partir de ce moment, c'était
la bonne gifle dont j'avais besoin en fait pour quitter en fait ce rêve dans lequel j'étais, cette illusion. Donc une fois que tu quittes là, que tu prends conscience de d'à quel point ça aurait pu être pire, tu te ressens sur tes priorités. Donc pour moi, c'était de faire le vide. Faire le vide, c'était de voyager, de libérer mon esprit. Ça Ok. encore, c'est une autre histoire. Donc, tu es parti dans le Bénin. Exactement. Je suis parti dans le Bénin. J'ai commencé à faire des petits vlogs. Donc j'ai fait en fait 800 km à moto sans casque. Euh, donc déjà, je vais au nord. Et de là, un jour, un ami m'appelle. Salim, tu fais quoi? Je dis rien. Il dit, tu m'accompagnes? Je dis oui. Je prends mon iPhone, mon chargeur. On vient 4 jours plus tard. On avait fait 5 villes différentes. On dormait un peu partout. On a dormi dans les maisons qu'on ne connaissait pas. Au nord, les gens sont généreux. Il suffit que tu dises que tu es étranger. Les gens sont très généreux. Donc, c'était ça, c'était l'aventure. Ça m'a libéré. Ça m'a permis, un temps soit peu, de vivre, de respirer, d'apprécier en fait tout ce qu'on voyait qu'on n'apprécie pas. Les montagnes, le calme, la diversité, les cultures des gens. Et ça m'ouvre en fait totalement l'esprit. Donc éventuellement, dans la période, j'écrivais déjà les articles. Mais les meilleurs articles que j'ai écrits, c'était en fait après ce voyage, qui m'a vraiment, 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 où je me suis autorisé à vivre. Et à partir de ce moment, je me suis donné cette autorisation. En plus de la discipline que j'ai maintenue, même en fait en étant dans les montagnes, je courais tous les matins. Je me disais que au moins ça, je dois avoir au moins un win par jour. Donc ça, plus l'ouverture d'esprit que j'ai eue, la libération que j'ai eue, ça m'a permis en fait vraiment en fait de quitter le trou. Donc, tu quittes le trou, tu retrouves un Salim plus enjoué qui a envie de vivre. Mais surtout, tu passes combien de temps après Quattro à guérir? Le temps de faire un bébé. Donc, tu as passé 9 mois. J'ai eu un bébé prématuré, c'était 8 mois. Ah, C'était 8 mois en fait de torture. C'était 8 mois d'enfer en fait, littéralement. Donc, si tu veux, les 3 premiers mois, c'était entre le déni, le fait de dire non, je vais rebondir tout de suite, je vais leur je vais montrer. leur montrer, je vais me venger. Après, tu te rends compte que non, enfin, tu as été là, tu sais que c'est pas aussi facile, c'est pas aussi évident, il y a tout un processus. Et puis, les 5 mois qui suivent, en fait, c'est la période où je prends conscience de là où je suis. Éventuellement, entre les deux périodes, il y a la période d'addiction qui a en fait duré en fait 3, 4 mois. Et le dernier mois, en fait, c'est ce mois où j'ai décidé vraiment de quitter dans tout ça. Donc, voyager, libérer mon esprit, continuer à écrire. Et après le voyage, en fait, j'avais une discipline, en fait, qui était à toute épreuve. À quel moment l'offre d'emploi de Gozem intervient? Bonne question. Alors, c'est après mon voyage, mais ce qui est important de rappeler, c'est que quand je suis revenu de mon voyage, c'était en décembre, j'ai décidé de quitter le Bénin. C'était ça ma résolution. Donc, je me suis autorisé à vivre et je me suis dit, je quitte le Bénin. Alors, je voulais m'installer en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas quoi faire en fait là-bas. Je savais juste que j'avais pu constituer une petite épargne qui allait me permettre de vivre 3 mois en Côte d'Ivoire. Après ça, en fait, il n'y avait plus rien. Comme le disent les Ivoiriens, en face, c'était maïs. Tu vois, donc c'était ça mon plan. J'avais déjà mon plan de déménagement. J'avais déjà contacté certains amis là-bas, en fait, qui me proposaient certains types de logements, Airbnb 2 semaines, ensuite logement, etc. Donc, je rentre de ce voyage-là. Ce qui est intéressant, c'est que je devais publier l'article. C'est encore dans mon fil Twitter. J'avais prévu publier l'article en novembre sur Gozem. Éventuellement, je disais que j'écrivais des articles. J'avais lancé une série de publications que j'appelais Africa Big Players, où je voulais parler en fait des plus grandes entreprises start-up dans l'Afrique francophone. Donc j'avais une liste. Wave en premier, Gozem en second. Ensuite, tu avais Diamo. Après Diamo, parler quand même du local, FEDAPay, Kakiapay, etc. Donc j'avais ma liste en fait de 5 entreprises. Donc, j'ai écrit sur Wave. Ça a été, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon article le plus lu. Ça m'a permis de discuter avec la directrice de Wave, etc., sur les enjeux. Où j'avais prédit 3 mois après que s'ils venaient au Bénin, ils allaient se casser la tête. Ils sont quand même venus, ils se sont cassés la tête, éventuellement. Mais je n'ai pas pu écrire en novembre. Parce que, si tu veux, j'avais juste écrit le titre de l'article
en novembre sur Gozem. Et à chaque fois je viens, j'écris un petit truc, je dis non, c'était pas bon, j'efface. Donc j'ai voyagé. Mon esprit a été tellement ouvert en fait que je suis rentré en décembre, j'ai pris le temps de faire en fait un peu le ménage, mais je n'arrivais toujours pas à écrire. Donc, ce que les gens ne savent pas, j'ai publié le 10 janvier, mais jusqu'au 8 janvier, je n'avais rien. Donc, je prends mon téléphone, je vais sur Twitter, je dis, bon, tu sais quoi, brise la glace. J'écris, je publie mon article dans 2 jours. Donc, c'est le 10 janvier. Je n'avais encore rien écrit. Tu écris, donc tu sais ce que c'est. Les recherches, le brouillon, la première édition, on nettoie la seconde, blablabla. Je me pose le 9 janvier, je finis mon sport matinal, je reste debout sur mon standing desk et je commence à écrire. J'écris en fait comme si je savais exactement tout ce qu'il me fallait faire en fait. Je finis en fait l'article vers 23 heures. Et puis le lendemain, je me réveille vers 8 heures du matin, je fais une petite édition, quelques fautes, quelques mises en forme. Et puis j'appuie sur le bouton publier à 10h10, le 10 janvier. À 10h20 plutôt, le 10 janvier 2022. Le jour de la fête du Vaudou. Le jour de la fête du Vaudou. Et du coup, je fais cette publication à 10h31 exactement, donc 11 minutes après, je reçois le message de l'ancien directeur général adjoint du Bénin, de Gozem, qui m'écrit: Hello Salim, ça va? Ça fait un moment parce qu'on s'était déjà rencontrés. Ou éventuellement, ils avaient demandé, on n'est pas rentré dans les due diligence, mais ils demandaient si Quattro avait des intentions de revente parce qu'ils étaient en train de faire des acquisitions. Donc pour nous, c'était non, on avait notre vision, etc. Et du coup, il me réécrit, donc ça fait un moment, etc. On a vu que tu as publié un article qui nous a fait du bien. Je cite intégralement ce qu'il m'a dit. Partage-moi ton WhatsApp. Donc c'est comme ça s'est fait. On s'écrit sur WhatsApp, il me met en relation avec le directeur produit. Moi, je me voyais... C'était Martial. C'était Martial Convi. Donc, je me voyais Product Manager parce qu'à Quattro, j'ai principalement fait du Product Management, éventuellement en plus de mon rôle de CEO, j'ai fait du marketing, tout ce que tu veux. Principalement, j'ai géré le produit. Donc, je me voyais comme Product Manager. Seulement que, bon, c'est une fois que je sois en interne que je sache, mais seulement qu'en interne, Martial et Jean-Claude, mon manager actuel, se demandait qui allait me prendre premièrement en entretien parce que dans mon article, j'ai été très exhaustif sur le passé, le présent et le futur que j'entrevois. Donc, je passe avec Martial qui me demande, tu sais quoi, j'ai un autre collègue qui veut te parler, il s'appelle Jean-Claude et c'est le head of e-commerce du groupe. Je dis OK. Donc, il me prend en entretien, on discute. Déjà, le premier entretien, on apprend à se connaître. Il me pose certaines questions techniques sur le e-commerce, éventuellement ce que je faisais à Quattro, etc. Donc, ça, je passe ça très rapidement. Et puis, c'est quelqu'un, en fait, vraiment, il a une culture très libérale, très américaine, je dirais. Euh, il va droit au but. Donc, il me dit, écoute, moi, je veux que tu bosses avec moi, etc. Il m'a soumis un business case, éventuellement. Je traite le business case et plus je traitais le business case, plus je voulais vraiment bosser avec lui. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, en fait. Si j'accepte ça, éventuellement, si je suis retenu après le business case, ce sera en fait une opportunité de continuer à une plus grosse échelle ce que j'ai commencé avec Quattro. Et donc, l'histoire, en fait, allait continuer d'une façon ou d'une autre. Donc, je finis le business case. Pour lui, en fait, c'était un go. Je fais ensuite l'entretien avec la directrice, donc dans le temps de Gozem Togo, éventuellement, qui se passe plutôt très bien. Mais c'est un processus, éventuellement, j'ai été recruté comme responsable e-commerce, donc c'est un poste managérial, donc ça a pris 5 différents entretiens, 2 mois. Mais au bout des 2 mois, en fait, j'avais la proposition d'emploi où j'ai commencé le 4 avril 2022. Donc, pratiquement, tu as quitté justement Quattro en août 2021. Exactement. Et donc, on a dit, enfin, oui, ouais, pratiquement 9 mois. Exactement, pratiquement 9 mois. Ok. C'est ça. Je voudrais revenir sur Gozem parce qu'aujourd'hui, tu as une promotion. C'est Tu ça. es passé Deputy Country Manager. Exactement. Explique-nous un peu la différence entre le rôle de responsable e-commerce et Deputy Country Manager. Ok. Alors, déjà, à Gozem, on a une organisation matricielle. Donc, nous avons en fait des verticales et des départements. Donc, les verticales, c'est ce corps de métier qui traverse beaucoup de services. Par exemple, en tant que responsable e-commerce,
Je définis un peu ma politique marketing. Je définis un peu la politique que je veux que le support client ait pour mes clients. Je définis un peu la politique que l'équipe de gestion logistique ait pour les e-commerce, que l'équipe sales, les marchands qui doivent chercher, etc. Donc, j'étais vraiment dans cette verticalité où j'étais obligé de travailler avec tous les corps de métier éventuellement. Donc, c'était un peu ça. Donc, mon rôle, si tu veux, c'est de définir, en tant que responsable e-commerce, en fait, c'est de définir la politique, en fait, et tout, et de mettre, en fait, en action tous les leviers de croissance, en fait, qu'il y avait. Donc, pour moi, c'était déjà, en fait, créer des process, standardiser, en fait, nos activités, développer, donc faire du sustaining innovation, donc en développant des nouvelles lignes de business, en ouvrant de nouvelles parts de marché. Ce qu'on a fait qui a plutôt très bien fonctionné au Togo, peut-être en fait on en reparlera. Donc de décider un peu en fait des types de marchands qu'on devrait avoir, où est-ce qu'on devrait les avoir. Donc ça c'est en travaillant avec l'équipe sales, en définissant en fait du nombre de livreurs dont il faut, où est-ce qu'ils doivent être, combien ils doivent être, à quelle heure ils doivent être en ligne. Donc en travaillant avec l'équipe donc de gestion donc de nos champions, notre politique est donc de gestion de relations clients. Donc, mettre toutes ces politiques en place, standardiser le tout pour que les opérations tournent en fait sans dépendance directe en fait du manager que je suis. Ce qui me donne moi le temps de penser projet, de mettre en place des nouveaux projets de croissance. Donc, on a plutôt bien fait en fait au Togo, en professionnalisant nos livreurs, en passant à scale en fait avec le nombre de marchands qu'on a, avec la même équipe. Donc, je suis venu avec, il y avait en fait 10 personnes dans mon équipe. Il y a toujours 10 personnes dans l'équipe, mais on a connu plus de 600% de croissance, etc. Donc, ça, c'est en ayant en fait le temps de faire tout ça. Alors oui, donc comme tu l'as dit, donc Deputy Country Manager, donc autrement directeur adjoint donc pour Gozem Togo. Moi, mon rôle en fait dans cette fonction, c'est de soutenir en fait le country manager qui lui s'occupe en fait de tout ce qui est P&L, donc tout ce qui est profit and losses, etc. Et moi, si tu veux, c'est un peu comme le pilote et le copilote. Donc, j'aide mon country manager en fait à voir tout ce qu'il n'a pas le temps de regarder. Éventuellement, je l'aide à travailler sur d'autres projets sur lesquels en fait il n'a pas forcément le temps ou l'énergie de travailler. Éventuellement, ça me pousse parfois à représenter l'entreprise en fait quand il n'est pas là. Et je suis en fait cette oreille supplémentaire pour le country manager auprès en fait de nos collaborateurs en fait. Donc mon rôle, c'est vraiment un rôle de pivot. Donc quelqu'un sur qui le country manager peut se reposer pour mettre en place des actions en fait dans l'entreprise en fait, que ce soit des actions qui touchent tout ce qui est le PNL, que ce soit des actions qui touchent en fait les humains en eux-mêmes, ou en fait pour aider en fait à train en fait les autres managers en fait pour qu'ils puissent grandir en fait. Donc c'est un peu ça. C'est très intéressant de constater que je viens juste de me rendre compte à quel point je dis c'est très intéressant au cours de l'interview. Euh, mais je vois que tu as passé un an, en un an à Gozem, tu as déjà eu le temps d'avoir une promotion. Mais même avant de parler de, comment on dit, des résultats que tu as pu avoir qui t'ont permis d'être à cette position-là, je voudrais revenir sur la question des process parce que c'est quelque chose dont tu as énormément parlé. Déjà à Quattro, tu les as mis en place pour permettre à l'entreprise de tenir même après ton départ. Aujourd'hui aussi à Gozem, c'est quelque chose que tu as mis en place. Donc, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, je vais dire, des 5 étapes pour pouvoir mettre en place des process dans une entreprise, que ce soit une start-up ou voilà. Yes, yes. Alors déjà, je vais revenir sur la question, mais c'est très important pour moi en fait. Quand je suis venu à Gozem, mon objectif après un an, c'était que l'entreprise n'ait plus besoin de moi pour que les opérations tournent. Donc, nous sommes dans un business en fait qui est tripartite. On a les clients, lorsqu'ils lancent une commande, ça fait intervenir les marchands, ça fait intervenir les livreurs, mais aussi en fait nous-mêmes à Gozem en fait pour suivre en fait monitorer process en fait la plupart des commandes où en fait les gens ont besoin en fait de nos interactions. Et donc ça complexifie un peu le métier ou éventuellement en l'absence de process, ce qui se passe, c'est que par exemple un livreur allait livrer un client, il a une commande en fait de 50 000, il appelle le client ne décroche pas, je vais recevoir un message.
Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Éventuellement, tel marchand, en fait, il a envoyé des plats grillés à un client, qu'est-ce qu'on fait? Tu as peut-être un client qui a pris le plat, qui n'a pas payé, machin, et fait, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Quand ce genre de choses te remontent, à un moment donné, il faut pouvoir en fait les automatiser. Donc, les process en fait servent à ça. Au-delà de l'automatisation, ça permet, lorsqu'on a on fait des choses de façon répétitive, qu'on standardise, ça facilite l'onboarding de nouveaux employés parce que autant les gens me demandaient à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire, autant quand un nouveau collaborateur vient, il faut tout lui réexpliquer encore et encore. Donc pour moi, la méthodologie, donc pour venir à la question, mettre en place les process, tu en as parlé en fait de 5 différentes étapes. Pour moi, déjà, c'est de comprendre en fait principalement la première chose, quels sont les problèmes que nous avons et quel est en fait le niveau de récurrence en fait de ces différents problèmes. Une fois en fait qu'on arrive à les mapper, il y a beaucoup, pas beaucoup, mais dans ce qui est primordial, c'est important de savoir quelle est la récurrence. On sait que ces problèmes-là sont récurrents, mais en parlant de quelle est la récurrence, c'est-à-dire en une semaine, combien de fois ça nous arrive, en un mois, combien de fois ça nous arrive. Est-ce que c'est un problème qu'on rencontre chaque 6 mois? OK, pour ça, est-ce qu'il faut faire un process? Maybe not. Euh, donc, donc, voir en fait quel est le temps dans lequel ça arrive. Quand tu arrives à transposer les problèmes et le temps, tu as en fait un pattern qui se dessine. Donc, ce sont des schémas qui sont plus ou moins répétitifs. Donc, pour moi, c'est la première en fait étape, l'identification de ces patterns-là qui se répètent. Une fois que tu sais ça, et c'est là où pour moi apprendre à coder m'a beaucoup aidé. Lorsqu'on a des problèmes complexes qu'on n'arrive peut-être pas à résoudre ou qui nous coincent un peu, on apprend à faire des pseudocodes. Donc ça veut dire en fait pour ceux qui ne savent pas, tu prends un gros problème, tu le casses en plusieurs petits problèmes que tu résous et tu agences de façon logique. Donc, je ne vais pas peut-être pouvoir donner des exemples spécifiques, mais dans la méthodologie, une fois que tu as identifié les problèmes et la récurrence avec des patterns, comment est-ce que tu fragmentes ces problèmes-là? Fragmenter ces problèmes, c'est de penser à, OK, toutes les fois où il y a ce problème, pour le résoudre, qui sont les différentes personnes qui interviennent dans la résolution? Comment est-ce qu'ils résolvent ce problème? Est-ce que ça se dit? Comment est-ce qu'ils résolvent bien? Comment est-ce qu'ils résolvent? Comment est-ce qu'ils résolvent? Ok, parfois je perds les mots. Ce problème, donc le comment et combien de temps ça les prend éventuellement. Donc c'est la seconde phase, ça. Donc la seconde phase après l'identification, c'est la compréhension de chaque micro-problème que tu as. La troisième étape, en fait, pour moi, éventuellement, c'est de discuter avec les gens. Ça, c'est très important. Les meilleurs process qu'on met en place ne sont pas des process top-down où tu restes là, tu réfléchis et tu pousses. Tu vas voir les différents acteurs que tu as identifiés en leur faisant comprendre, voilà en fait les problèmes que j'ai pu identifier avec telle récurrence. Ces problèmes-là impliquent telle ou telle action et ces différentes actions vous impliquent. Éventuellement, dans l'idéal, comment est-ce que vous abordez ces problèmes-là? Et dans l'idéal, comment est-ce que vous pensiez pouvoir résoudre ces problèmes plus vite? Donc ça, en fait, c'est l'association des parties prenantes. Right? La quatrième étape pour moi, c'est l'agencement en fait de tout dans une sorte de chronologie. Donc, éventuellement, j'ai envie de coudre en fait un habit, right? Donc, bon, je suis un bon béninois, un bomba. J'achète mon pagne. Quand j'achète mon pagne, je n'ai pas envie d'avoir un bomba classique en fait que les tailleurs font. Ok. Est-ce qu'il faut que le tailleur fasse la coupe avant que je ne fasse intervenir en fait mon styliste? Non, c'est peut-être en fait j'ai besoin de mon styliste avant mon tailleur. Mais mon styliste le fait à quel moment le tailleur il commence à coudre ou il faut qu'il s'aille chez le brodeur. D'abord, donc là, tu as tailleur, tu as styliste, tu as brodeur. Donc, je discute avec les gens. Bon, les gars, voilà ce que moi j'ai envie de voir. Voilà le résultat que je veux. Donc, c'est mon design. Qui travaille avant qui? Le styliste, peut-être ensuite le brodeur, peut-être ensuite le tailleur pour faire la coupe ou peut-être le tailleur avant le brodeur. Quand je sais en fait quelle est la chronologie, je vais essayer de comprendre en fait qui fait quoi avant qui pour que je puisse être le plus efficient possible dans le temps ou pour que aussi les autres parties prenantes en fait puissent maximiser le plus sur leur temps. Pour moi, c'est ça la quatrième étape. Donc,
après la confrontation des stakeholders, des parties prenantes, c'est agencer de manière chronologique tout ce qu'on a trouvé et en faire un bloc. Une fois que tu as ce bloc, la dernière étape, la cinquième étape pour moi, c'est communiquer. Tu as mis en place des process, tu as dans le processus discuté avec toutes les parties prenantes, tu as agencé les blocs. Il faut communiquer, former. Et ça, en fait, il faut over-communicate, comme on le dit. Il faut plus que communiquer et suivre, en fait, la mise en œuvre et en exécution de ce process, tout en maintenant, en fait, dans ta tête que les process, ce n'est pas des choses ad vitam aeternam, c'est des choses qui peuvent et qui vont certainement changer au fur et à mesure que les activités avancent. Donc, laissez-nous un champ de flexibilité, mais aussi comprendre, en fait, que un process peut échouer, en fait. Donc, être en mesure de remettre en cause et de tout reprendre. Donc pour moi, c'est comme ça que j'aborde généralement les problèmes que je résous au quotidien. Et tu n'hésites pas à utiliser des tableaux pour voilà, mapper toutes ces étapes-là et Exactement. arriver. Est-ce que tu as, par exemple, d'autres manières de faire? Yes. Alors oui, moi personnellement, au fur et à mesure, j'ai appris à comprendre que j'ai une mémoire visuelle. Ce qui fait que généralement, la plupart des problèmes que j'ai à résoudre, même au boulot, tout le monde sait, je suis la personne qui va le plus au tableau. Donc, une fois que j'arrive à visualiser le problème, je peux en fait le modeler, donc comprendre par quoi est-ce que je commence. Mais oui, en termes d'outils, j'utilise souvent les tableaux. Donc, ces tableaux basiques Google Sheets, où j'essaie en fait de comprendre en fonction de l'étape où je suis, si c'est la première étape en fait de reconstitution en fait du problème. Donc, voir les différentes chronologies, j'essaie en fait de les mettre, donc les problèmes, les différents temps que je mappe. Je n'hésite pas à aller au tableau, à me salir les mains éventuellement. C'est les tableaux avec marqueur. Donc, je vais au tableau, je dessine, j'essaie de comprendre en fait comment est-ce que j'associe les gens au fur et à mesure. Mais pour moi, ça se passe plus dans la communication que dans les outils. Mais éventuellement, les outils sont là pour soutenir en fait ce qu'on apprend dans la communication. Donc, généralement, c'est du Google Sheet. Parfois, et très souvent même, je fais des diagrammes de séquences. Donc là, j'utilise en fait des outils basiques, hein. Il y a Escalidraw, par exemple, qui me permet rapidement de faire des petits schémas où je mets mes acteurs, je mets en fait les différentes interconnexions. Donc, je fais des diagrammes de séquences qui m'aident également beaucoup. Les tableurs et puis bon, des présentations en fait, comme Google Slides pour présenter mes résultats, etc. Ok. Quelles sont les vérités non conventionnelles que tu as pu rencontrer dans la croissance ou bien dans le développement de tes produits? Waouh, non conventionnel en fait, c'est que la croissance, avant de connaître la croissance, en fait, il doit être prêt à échouer plusieurs fois, hein. C'est très important. Donc, généralement, en fait, quand tu fais du growth hacking, bon, même si je ne définis pas trop ce que je fais comme du growth hacking, euh, le plus important, parce que c'est vrai, c'est une très bonne question, parce que le plus important, tout à l'heure, je disais qu'on a eu de bons résultats, j'ai pas eu de pourcentage, etc. Mais qu'est-ce que tout ça nous a coûté? Combien de projets, de micro-projets on a lancés, on a échoué? Les vérités les non conventionnelles, c'est que les data ne prédisent pas le futur, ça renseigne sur le passé. Mais comme on le dit souvent, en fait, si tu veux savoir où tu vas, ou tu ne peux pas vraiment savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Donc, beaucoup, en fait, ont des stratégies data-driven growth. Euh, pour moi, je fais une approche plutôt data-driven knowledge. Voilà tout ce qui s'est passé éventuellement qui nous a permis d'avoir ces résultats. Je fais toujours des post-mortem quand on lance un projet. J'ai lancé en fait plusieurs projets en fait qui sont entrés dans le cimetière en fait de nos différents projets où j'ai fait des post-mortem. De ces post-mortem là, j'ai vu des leviers de croissance en fait pour le futur. Donc parmi les vérités qu'il y a dans la croissance, la première chose en fait, c'est de comprendre que si tu arrives à avoir 100% de croissance avec un projet, c'est certainement parce que tu en as lancé quatre autres qui n'ont pas fonctionné. Mais de ces quatre autres qui n'ont pas fonctionné, en fait, on a appris quelque chose. On a découvert des choses. Et éventuellement, parfois, ces échecs-là sont très importants pour, pour en fait profiter de la croissance à suivre. Alors, en parlant d'échecs, une chose qui est très importante, c'est malgré la taille de la startup dans laquelle tu es, à Gozemon, on est presque 500.
on doit avoir une aptitude d'agilité pas possible, la capacité d'exécution euh, pour aller très rapidement sur les projets, essayer de nouvelles choses, prendre des risques qu'on peut supporter éventuellement et communiquer. Une chose en fait que les gens ne comprennent pas, tu peux être très smart, très intelligent, très technique, très stratège, mais il n'y a de richesse que d'hommes. Et si tu n'as pas des capacités aussi simples de communication pour rallier en fait les gens à ce que tu essaies de faire, ça ne marchera pas. Euh, un exemple simple en fait, c'est que j'étais convaincu à un moment donné que nous avions en fait de très grosses opportunités de croissance si on allait cibler en fait un certain marché. Le marché en fait des bonnes dames du bord de la route. Le constat en fait, il était simple à un moment donné. À midi, où est-ce qu'on se retrouve tous? Je n'ai peut-être pas les moyens de manger en fait au restaurant pour 10 000, 15 000 francs tous les jours. Mais je sais qu'il y a une dame qui vend du Adoré quelque part ou du Vanzou que j'aime beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Et quand je vais là-bas, je retrouve beaucoup de gens comme moi. Peut-être en fait on dira on n'est pas à ça près, mais c'est ce qu'on a envie de manger. Mais pourquoi est-ce qu'on se concentre seulement en fait sur ce segment? Donc pour moi en fait, il fallait créer un nouveau marché. Mais pour ça, il fallait convaincre en fait les stakeholders. Parce que ça pourrait être une bonne idée, mais si en fait on n'avait pas tout ce qu'il nous fallait pour lancer ce projet, ça ne serait en fait qu'une idée de plus. Donc j'ai fait un mémo en interne où j'ai fait une étude, j'ai fait des projections que j'ai partagées à tous les stakeholders. J'ai eu certaines validations. Maintenant, il fallait venir convaincre en fait certaines équipes de revoir entièrement certains process. Donc la communication, aussi simple en fait qu'on puisse le dire, un élément déterminant dans la croissance. Si tu n'arrives pas à rallier les gens, aucun projet en fait ne peut être mené à bien. Donc pour moi en fait, c'est savoir en fait que malgré là où tu es comme entreprise, éventuellement on est GoZim, donc on est bien installé, on croit plutôt très bien, mais on a beaucoup de projets qu'on lance en fait qui ne fonctionnent pas du tout, qui ne naissent même, qui ne voient même pas le jour, tout simplement. Mais c'est très important pour connaître la croissance. Donc pour moi c'est ça, c'est communiquer. Mais fondamentalement, c'est d'avoir en fait des gens, de s'entourer en fait des gens qui sont aussi fous, plus fous que toi. Et cette chose en fait qui est importante, c'est que honnêtement, il faut pas être la personne la plus intelligente parmi tes collègues ou tes collaborateurs. Tu peux peut-être être le plus stratège, mais pas le plus intelligent. Ma collaboratrice directe, en fait, fait des choses que je me demande est-ce que je peux le faire, en fait. Et en apprenant de toutes ces différentes personnes, ça permet, en fait, de se transcender quelque part et de continuer à être dans une boucle d'innovation. Et pour finir, en fait, pour moi, personnellement, c'est pas conventionnel. La question est dans pas conventionnel. Euh, je déteste qu'on m'appelle monsieur. Je me faisais appeler monsieur avant à Quattro, parce que, bon, tu sais, le syndrome du nouveau riche. Je déteste qu'on m'appelle monsieur. J'ai changé mon mindset. Appelle-moi pas mon prénom. En adoptant, en fait, cette attitude, je me suis rendu compte que même les stagiaires, même les personnes, en fait, qui sont à 2, 3 niveaux, en fait, sous moi, en fait, etc., sentaient une certaine liberté de me dire certaines choses, en fait, où je prenais, en fait, certaines claques en face, où je me dis, mais quelque part, il a raison. Donc, tout ça, j'ai parlé de ne pas me faire m'appeler monsieur pour tomber sur un point. C'est important d'entretenir une culture d'entreprise où chacun sent qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est très important. Et ça passe par cette chose la plus simple. Monsieur, en t'appelant monsieur, en fait, il y a une barrière quelque part, en fait. Et donc, oui, pour moi, c'est ça. Pouvoir communiquer, pouvoir prendre des risques, très rapidement les exécuter et créer un environnement favorable, en fait, à l'explosion intellectuelle de tous ceux qui nous entourent. C'est très intéressant. C'est très Yeah. intéressant. Et je partage ton point de vue sur la question de la barrière. En soi, je trouve que la question du monsieur ou la question du directeur ou appelé par les titres, c'est une culture que nous avons ici, c'est un type de management. Et je voudrais bien évidemment revenir à la question du management parce que tu as dit dans une de tes interventions, je crois que pour toi, le management repose sur 3 piliers, à savoir l'exécution, je crois qu'il y avait le cash People, également et les gens. exactement. Les gens, la stratégie, l'exécution.
et la Le ligne smile. rouge, c'est le cash. Parce que bon, tout ça peut être intéressant, mais si tu n'as pas, si tout ce que tu fais, en fait, tu es dans le rouge, c'est que ça va pas fonctionner. Oui. Donc, le management. Pour moi, personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a de richesse que d'hommes. Et le meilleur manager, en fait, c'est celui qui tire les autres vers le haut. Si tu veux grandir, déjà, il faut que tu tires les gens vers le haut avec toi. Et donc, moi, mon style de management, avant de parler des piliers dont j'ai parlé, donc déjà les gens, c'est fondamental. Il faut que tes collaborateurs, tes collègues soient des gens qui n'ont pas, en fait, peur de réfléchir. Ce sont des gens qui osent réfléchir, en fait, parce que innover, c'est oser. C'est oser défier un statu quo. Il faut que tu t'entoures des gens comme ça. Mais ces personnes ne peuvent pas forcément avoir, en fait, ces aptitudes. Il faut que tu crées ça en eux. En faisant comprendre, en fait, que même l'idée, en fait, qu'ils pensent être la plus stupide, en fait, peut en soi, en fait, comporter vraiment, en fait, de l'essence. En faisant ça aussi, c'est en sachant autonomiser les gens. En faisant en fait en sorte que les gens soient responsables. À un moment donné, j'ai expérimenté quelque chose qui était très intéressant. Chaque membre de mon équipe était chef projet sur différentes idées. Et donc, en étant chef pour projet, en fait, tu étais obligé de collaborer avec des gens en interne, mais aussi en externe de notre département, autonomiser les gens. La stratégie, en fait, aussi, qui est très importante. Et la stratégie, penser de façon stratégique, planifier de façon stratégique, c'est déjà se poser trois questions de base, en fait. Mais pour ces questions, il faut être très, très honnête envers soi-même, pour moi. Où est-ce que je suis maintenant? Si, si je suis dans la merde, désolé pour les gros mots, c'est un peu la culture anglophone, mais si je suis dans la merde, il faut savoir que, bon, là, en fait, je suis dans la merde. Il ne faut pas dire, ça va. Ensuite, où est-ce que je vais aller? Et comment est-ce que je fais, en fait, pour y aller? Peut-être que la première chose, c'est de sortir de cette merde, ensuite, on verra. Euh, mais c'est aussi en faisant une bonne différence en fait entre tout ce qui peut être action tactique et action stratégique. C'est très important. Une action tactique en fait, c'est, je donne une caricature en fait. On dit souvent tu as gagné la bataille par la guerre parce que la guerre en fait c'est une chose qui est plutôt long-termiste. C'est plusieurs batailles. Donc en fait la stratégie c'est une chose qui est long-termiste et les tactiques en fait sont les différentes batailles en fait qu'on fait pour arriver et l'exécution, la capacité d'exécution qui est très importante. Donc, je crée personnellement une culture, en fait, on s'amuse énormément et on travaille énormément. L'exécution, garantir une bonne exécution, pour moi, c'est avant toute chose la communication. Euh, je serai challengé sur ce problème qui pourrait mettre à mal, en fait, une échéance qu'on a. Je ne vais pas attendre l'échéance pour me dire, Salim, oui, c'est parce qu'on avait tel problème, en fait. Je t'en parle avant, tu m'en parles avant, on anticipe, on est proactif ou on est réactif en fait en fonction de la situation. Exécuter aussi, pour moi, c'est just get the thing done. Ça paraît très simple en fait de le dire, mais c'est très complexe en fait quand tu as 10 millions de choses à faire en même temps, ce qui interpelle la notion de priorisation. Beaucoup vont te citer en fait la matrice d'Eisenhower qui fonctionne plutôt très bien, qui est plutôt universelle. Mais je rajoute à ça en fait une couche en plus. Généralement, euh, pour donner un exemple simple en fait, quand mes collaborateurs disent ah Salim, là, ceci c'est très urgent, etc. Je dis ok, est-ce que quelqu'un va mourir si on ne fait rien tout de suite? Non, ok, ce n'est pas si urgent que ça finalement. Donc en fait, c'est de pouvoir en fait prendre certaines hauteurs et de comprendre vraiment quelles sont les choses qui méritent en fait qu'on travaille là-dessus tout de suite ou pas. Donc oui, tu reviendras en fait à la matrice d'Eisenhower, mais moi dans mon day-to-day, j'ai un autre framework que je rajoute à ça. Dans mon calendrier journalier, j'ai trois couleurs différentes. J'en ai quatre. La couleur verte, en fait, c'est tout ce qui est récurrent. Donc, tous les jours, entre 7h, 8h, je lis mes mails, blablabla. Donc, ça, c'est récurrent. Mais les trois autres couleurs, c'est la couleur rouge, c'est la couleur jaune et c'est la couleur bleue. La couleur rouge, en fait, c'est les tâches où j'ai besoin d'être le meilleur du monde dans l'exécution de cette tâche. Par exemple, je dois préparer ou présenter en fait un document stratégique. Ça, j'ai besoin en fait d'être le meilleur du monde. Donc, c'est une tâche que je mets en rouge. Ensuite, les tâches où j'ai pas besoin en fait d'être le meilleur du monde. J'ai juste besoin en fait de juste bien le faire. Un exemple simple en fait, tu veux faire une analyse en fait dans Google Sheet
où tout le monde sait qu'à the end of the day, le résultat va te donner 10. Donc là, j'ai pas besoin en fait de faire des trucs fancy avec beaucoup de coton, etc. Le dernier truc, c'est franchement, même si tu ne le fais pas, on t'en voudra pas. Right? Donc, des exemples, en fait, aussi simples, en fait, de tous les jours. Hein. Donc, franchement, honnêtement, j'ai oublié de remplir, en fait, tel fichier, mais le fait que je ne l'ai pas fait n'a pas empêché quelqu'un d'évoluer sur une tâche. Mais bon, je sais que j'ai à le faire parce que ça cumule trop, ce n'est pas bon. Quand j'ai ces trois différents niveaux de priorisation dans la journée, je mange toujours en fait mes grenouilles en premier. Donc mes tâches rouges, ce dont j'allais parler, je les exécute lorsque je sais que mon énergie corporelle est au plus haut. Eisenhower pour savoir ce que je fais dans une journée. Et dans cette journée, en fait, je repriorise mes tâches en fonction de mon niveau énergétique, en fait, ou de comment je le sens. Donc pour moi, c'est un peu ça. Ça a l'air plutôt intéressant. Mais surtout, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est vraiment comment est-ce que ce sont des frameworks qui existent, on va en reparler, mais tu as aussi évalué ta personnalité, ta manière de travailler pour créer tes propres frameworks. Exact. Et justement, c'est la question que je voudrais te poser, à savoir, quels sont les autres frameworks que tu utilises, que ce soit dans l'exécution même, mais aussi dans comment est-ce que tu envisages ta carrière? C'est une très bonne question. En parlant de framework, pour moi, c'est une bonne question. Je vais parler déjà rapidement du management, en fait, parce que pour moi, vraiment, aujourd'hui, c'est vrai, en fait, que je suis la figure publique. Quand il y a des records, on parle de Sali, mais ça ne se serait jamais réalisé, en fait, s'il n'y avait pas ces personnes-là qui travaillent avec moi. Il y a une chose que, bon, mes collègues, quand je commence aujourd'hui, ils le répètent après moi. Il y a deux phrases, en fait, que je répète tout le temps. Euh, La première, en fait, c'est les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps difficiles, en fait, euh, créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Et puis la boucle reprend. Donc, éventuellement, pour nous, ça veut dire, en fait, trop de confort, en fait, on rentre dans la lassitude. Et trop de lassitude, en fait, on rentre en crise. Donc, qui va nous faire, en fait, devenir plus fort. Mais on n'a pas besoin de rentrer en crise d'abord. Quel est le juste milieu? Le juste milieu, en fait, pour nous, donc avec moi et mon équipe, en fait, c'est fondamentalement se fixer des objectifs qui, à chaque fois, fassent qu'on sorte vraiment, en fait, de notre confort, quelque part, en fait, pour aller conquérir, en fait, ces nouveaux objectifs. Et de l'autre côté, consolider nos acquis, soit avec des process, soit avec de nouveaux outils, en fait, qui nous facilitent la vie, en fait, au quotidien. Donc, on est, en fait, dans ce juste milieu-là. La seconde phrase que j'aime répéter en fait dans mon management, fondamentalement, c'est cette phrase en fait d'Héraclite qui disait sur 100 hommes, 10 n'ont même pas besoin d'être sur le battlefield, donc sur le terrain de bataille. Donc il faisait allusion en fait à une armée en fait. 80 d'entre eux sont juste en fait de la chair à canon. 10, donc en fait, donc 10 de ces personnes ne devraient pas être là. 80%, 80 personnes, c'est juste de la chair à canon. 9 d'entre eux sont de vrais combattants et nous avons la chance de les avoir. Il marque une pause. Il dit alors, mais ce dernier, la dernière personne, c'est un véritable guerrier. Et à lui seul, il est capable de ramener tout le monde à la maison. Moi, j'ai besoin dans mon équipe que tout le monde soit un guerrier pour que tout le monde puisse compter sur tout le monde en fait pour faire son travail. Mais pour faire ça, j'illustre ça en fait comme un terrain de football. En tant que manager en fait, je ne vais pas en fait avoir les prétentions de moi je suis madrilène, donc de Ronaldo. Donc je ne suis pas le Ronaldo en fait du terrain. Je suis juste le manager. Donc en tant que manager, je compose mon équipe et il est important en fait que mon équipe comprenne que sur un terrain, il y a des défenseurs, il y a le goalier, il y a le milieu, il y a les attaquants. Et que chacun doit connaître en fait son poste, rester à son poste parce que en tant que défenseur, si je quitte mon poste, il y aura un trou, on risque de connaître une contre-attaque. Donc c'est important que je prenne conscience de mon poste. Mais c'est aussi important de savoir que je peux abandonner mon poste pour aller soutenir en fait l'attaque parce qu'il n'y a personne. Mais pour ça, il faut que je prévienne peut-être mon milieu défensif que derrière il y a un trou. Donc ça crée en fait une synergie
de partage. Donc, je ne suis pas là, le service tourne. Euh, Lorsque d'autres personnes ne sont pas là, il y a des substitutions automatiques. Donc, pour moi, en fait, le management, c'est comme ça que je le conçois. En termes de stratégie, honnêtement, je n'ai pas un framework. C'est des choses que j'apprends en fait tous les jours. Mais pour moi, en fait, une chose qui fonctionne, j'ai, ah oui, si tu veux, j'ai un framework où j'ai tout ce qui est opinion-based euh, decision making. Donc, les décisions en fait qu'on prend sur des opinions et des décisions en fait qu'on prend sur des données. Lorsque j'ai des données que je viens en fait voir les parties prenantes, etc., c'est plus facile en fait de dire parce que 1 plus 1 égale à 2, on a envie de faire 3. Mais lorsque j'ai des opinions, éventuellement mon approche en fait elle est totalement différente. Ça rentre dans la persuasion, ça rentre dans à quel point est-ce que je peux faire en sorte que toi à qui j'expose cette opinion, tu puisses visualiser en fait ce dont je parle et en tirer en fait le bénéfice en fait. Donc je suis toujours en fait dans tout ce qui est réflexion stratégique entre tout ce qui est prise de décision basée sur les opinions et prise de décision basée sur les chiffres. Et pour finir en fait, je dirais que à chaque fois qu'il me faut prendre des décisions stratégiques, je reviens toujours aux fondamentaux. 3 questions. Où est-ce que je suis? Et c'est très important de répondre à cette question de façon très honnête. C'est difficile. C'est difficile, en fait, qu'un marketeur, en fait, dise, mon marketing actuel, c'est de la merde. Oh, c'est quelqu'un qui a étudié, qui est dans le game pendant longtemps et tout. C'est difficile de dire que c'est de la merde. Mais on prend vraiment conscience de là où on est quand on répond à ces questions de façon honnête. Où est-ce que j'ai envie d'aller? C'est la projection. Et comment est-ce que j'ai envie d'aller, en fait, c'est les différentes actions tactiques pour soutenir, en fait, la stratégie. C'est comme ça que je vois les choses. Raconte-moi une fois où tu as dû prendre une décision controversée par rapport à ton produit. Qu'est-ce que tu as fait en ce moment-là? Très bonne question. Décision controversée, même actuellement, en fait, je vais donner l'exemple, en fait, de ce que je fais actuellement. C'était, en fait, j'ai lancé un produit. Alors, je voulais lancer une nouvelle unité de business basée sur des opinions, mais avec un peu de data. J'ai eu la chance vraiment de présenter ça aux founders, donc au top management. Tout le monde était emballé. Ils m'ont même proposé en fait des features supplémentaires en fait que je voulais mais que je n'osais pas demander. Donc tout se profilait plutôt bien. J'ai travaillé sur ce projet d'arrache-pied pendant 4 mois. Tout le monde n'entendait que ça. Tout le monde n'entendait que ça dans l'entreprise. On savait que Salim était sur quelque chose de très solide. Je refais en fait les évaluations, unit economics, pénétration du marché potentiel, analyse de l'environnement macroéconomique. Et là, je vais revoir les managers, je dis, je vais shut down ce projet. Les gars disent, mais non, attends, c'est pas possible parce que c'était un projet plutôt très bien structuré. Ben, j'ai pris 4 mois pour travailler là-dessus, donc c'était très bien structuré. Le go-to-market était clair, les opportunités étaient là, etc. Pourquoi est-ce que tu décides de faire votre face maintenant? Je dis simplement parce que les conditions macroéconomiques ne sont pas intéressantes. Et là, c'était en fait opinion-based. Ce que je voyais, ils n'arrivaient pas à voir en fait. Mais moi, je suis très content et je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est d'avoir des bons managers. Moi, j'ai des managers en fait qui me disent parfois, écoute, je suis pas d'accord avec toi, mais je te fais confiance. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai eu la chance, je dirais, d'avoir ça, où les gars ne comprenaient pas, c'était très controversé. J'avais emballé tout le monde, on avait monté une petite squad. Mais pourquoi est-ce qu'on abandonne? 4 mois après, 5 entreprises qui ont levé des fonds, qui sont des startups, qui sont dans le même domaine dans lequel je voulais embarquer l'entreprise. Sur 5, 3 ont fermé. 2 d'entre eux ont déjà fait 4, ont déjà fait en moyenne 3 séries de licenciements. Il y a un qui est en train de vouloir fusionner parce que le business, en fait, n'était pas sustainable. Et donc là, aujourd'hui, en fait, on prend conscience de ça et on est tous contents. Mais j'aurais lancé, en fait, cette entreprise, l'entreprise dedans. Non seulement on aurait engagé des moyens, mais ces moyens, en fait, on peut s'en passer. Mais j'aurais, en fait, détourné, en fait, la croissance de l'entreprise vers une autre branche, en fait, qui n'était pas du tout sustainable.
La deuxième chose controversée, en fait, c'est quand moi j'ai dit que j'irai chercher les dames des rues. Je me dis, ouais, mais éventuellement, dans ce qu'on fait, on a une grosse mission, c'est d'inclure, en fait, numériquement le plus grand nombre de... On le fait tout le temps avec nos chauffeurs, etc. Mais ça, c'était très challengeant parce qu'il fallait faire beaucoup d'opérations manuelles, process beaucoup de choses, etc. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que j'avais vu un potentiel de croissance. Là, j'avais de la donnée. J'ai convaincu, en fait, des gens. Ça allait certainement toucher un peu, en fait, notre revenu sur le court terme. Mais sur le long terme, en fait, avec les projections de croissance, ça allait exploser les chiffres. Je te parlais, en fait, de 500%, 600% de croissance. Ce projet, en fait, que j'ai lancé, fait partie d'au moins 200% en fait des résultats qu'on a eu sur la croissance. Donc, c'était plus ou moins ça. Mais encore une fois, la clé, c'est comment est-ce que tu communiques. En effet, parce que quand tu es dans un moment où tu prends une décision controversée, forcément, comme tu le dis, la plupart des gens autour de toi ne voient pas ça. Et même toi, peut-être que c'est une donnée que tu as par intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc là, c'est de pouvoir supporter, de voir son top management et ses collaborateurs te regarder comme un uluberlu Yes, et de passer cette tourmente-là pour arriver à un moment où la vérité devient plus visible. exact. Et justement, j'avais déjà cette question en tête, mais je voulais te demander euh, quels étaient les éléments dans ton process ou les actions que tu as pu entreprendre qui t'ont permis d'avoir justement ces 400% supplémentaires là. Parce que là, tu as pas les 200% avec l'idée des bonnes dames du marché et tout. Donc là, les autres 400%, c'est quand même, c'est, ce n'est même pas juste de dire que c'est impressionnant. Ça dépasse tout entendement de dire que voilà, vous avez dépassé de 600% vos objectifs. C'est ça. Je suis convaincu d'une chose. Le meilleur marketing du monde, c'est-à-dire que ça dépasse en fait les masterclass annuelles du Super Bowl. Tout ça, c'est bien, ça va te rapporter les clients qui vont commander, utiliser ton produit une fois. La seule raison pour laquelle ils resteront, c'est la qualité de service. Un client reste chez toi lorsqu'il a le choix, éventuellement, il reste chez toi parce que tu lui offres quelque chose en plus. Les gens ne se rendent pas compte du fait qu'un simple livreur qui vient te livrer, bonjour madame, bon appétit, bonne journée, change beaucoup de choses d'un livreur, oui, bon, prenez votre commande. Donc ça se passe dans le détail. Et pour moi, pendant 2 trimestres, une seule chose, on s'est focalisé sur la qualité de service. Donc là, des process. Donc pour faire ça, il fallait en fait que j'aille identifier tous les points de vulnérabilité du moment où un client passe une commande jusqu'à ce que le client soit livré. Quels sont tous les points de vulnérabilité qu'on a qui peuvent en fait entraver la qualité de service. Mais fondamentalement, qu'est-ce que le client veut? Le client veut commander ce qu'il a envie de manger au prix qu'il pense juste et être livré rapidement. C'est tout. Pour faire ça, il faut que tu puisses offrir au client les marchands qu'il veut. Moi, en fait, j'adore le haïmolou. Mais est-ce que dans cette zone où on est, je trouverai du haïmolou? Ok, je trouve du haïmolou. Est-ce que c'est au prix auquel je suis prêt à le payer? Le prix auquel je suis prêt à le payer, il y a aussi les frais de livraison qui suivent avec ça derrière, éventuellement. Ok, je passe la commande, mais le marchand prend tout son temps pour cuisiner, right? Pendant ce temps, j'ai un livreur qui prend la commande. Ok, mon téléphone est sous silencieux. J'étais dans une autre pièce. Il est venu, il m'attend, il y a le soleil. Ok, 15 minutes sont passées, le soleil le frappe, il m'appelle, je ne décroche pas. Finalement, je prends. Il est frustré. Est-ce qu'il devrait verser sa frustration sur moi? Tu sais que j'ai eu exactement la même expérience, il n'y a pas plus de 10 jours, où euh, le livreur est venu avec du haïmolou. Je te promets, c'était exactement ça. Il est venu avec du haïmolou. Et à ce moment-là, j'étais pas à la maison. Donc, je devais demander à mon compagnon, en fait, de De récupérer ça. récupérer C'était à ta pour lui, place, tu c'est ça. vois. Et en ce moment-là, j'étais dans une boutique en train de faire une course. Et au même moment, ma connexion Internet se termine. J'avais 30 jours, ça s'est terminé. Yes. Donc, tous les messages que j'envoyais à mon compagnon lui disant, le Il est livreur est là, en ça ne bas, ça passait ne pas. passait pas. Et étrangement, mon crédit aussi était terminé. Donc,
Quand le livreur m'appelle, je lui dis, ne vous inquiétez pas, je l'ai Il prévenu. vient. Et il est resté sous le soleil et il n'a pas vu quelqu'un. Et à un moment donné, il me rappelle et là, Ça c'est, pète un plan. ça pète un plomb. Il m'a crié dessus. Il m'a même pas laissé en placer une quand j'essayais de lui expliquer, parce qu'après, j'ai finalement, Compris je ce me qui suis se connectée au passait. Wi-Fi et j'ai contacté mon compagnon d'aller le récupérer, mais il se trouvait qu'il n'était même pas au bon endroit. Ah mince. Donc, j'essayais de lui expliquer que oui, effectivement, il est descendu avec du retard, certes, mais que comme il n'était pas là, mon compagnon n'a pas pu le trouver. Et c'était vraiment une expérience plutôt terrible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté Gozem, qui évidemment, il y avait tout le... Je pense que c'est une sorte de script qui te raconte et tout ça. Oui, on va le faire venir, oui, on va lui parler. Mais étrangement, le même livreur est venu pour Une redéposer autre. la commande. Parce que dans son message, il disait oui, que lui s'en va, que voilà, il a d'autres personnes à livrer, qu'il va aller déposer ça à la direction, etc. Je termine mon Non, non, histoire t'inquiète. et à ce moment-là, il revient et je dis à mon compagnon, ah, il y a un livreur qui a été renvoyé avec la commande. Et on espérait que ce soit un autre livreur, mais apparemment c'était le même numéro. D'accord? Et à ce moment-là, mon compagnon dit, donne-lui un pouvoir pour lui montrer que, Ouais, voilà, il pouvait gérer la situation c'est ça. autrement. Mais voilà l'expérience qu'on a eue. Et c'est étrange que tu Tu en racontes parles. la même chose. Exactement. Donc, poursuis ton propos. Non, non, Désolée. non, c'est une belle histoire en fait à entendre. Bon, j'aurais aimé qu'on ait un happy end. Le Mais happy end oui, là, oui, certainement parce qu'il a été contacté, etc. Mais oui, tu vois, il n'aurait pas ramené la frustration que tu as gardée en tant que client, qui est totalement légitime, même si en fait ça a été occasionné par ce livreur. Si ça t'arrive une deuxième fois, tu vas penser que tous les livreurs sont comme ça, en fait, qui travaillent avec nous. Et donc, ce qui fera, en fait, tu vas vouloir comment tu vas dire, non, si c'est pour tomber sur ces gars-là, attends, je vais appeler quelqu'un. Ça va te prendre 1 heure de temps. Tu sais que ça, mais tu vas passer par cette personne. Ça nous fait une commande en moins. Donc, OK, quand le livreur est frustré, comment est-ce qu'il devrait se comporter avec le client vis-à-vis de toi? Bon, je ne vais pas rentrer dans... Donc, tu identifies tous ces points de vulnérabilité. OK, il ne s'est pas fâché contre toi. Il t'a remis la commande, bon appétit, il est reparti, il a été plutôt agréable avec toi. Mais tu prends ta commande, c'est parce que tu as commandé. La dame a oublié en fait de rajouter en fait le wangage. Le wangage sans émolo, le émolo sans wangage, c'est compliqué, right? Tu te fâches, tu écris au support, machin. En combien de temps on te répond? Ok, on te répond, c'est bien, mais en combien de temps on prend en charge ta commande, ta plainte? Ok, si on ne prend pas en charge ta commande, est-ce qu'on fait un geste commercial? En combien de temps? Donc, donc, pour moi, en fait, c'était déjà en fait de faire une cartographie exhaustive en fait de tous les points de vulnérabilité entre le moment où tu commandes et le moment où tu es livré et en combien de temps je veux qu'on te livre. Donc, il faut aller former les marchands, lire les instructions de commande. Chaque commande, mettre couvert, mettre torchon, standardiser, former les livreurs. À cause de ça, on a créé un nouveau programme en fait. Le programme existait en interne, mais c'était un peu nous, on l'a réadapté, qui s'appelle la GCA, Gozem Champions Academy, où on forme les gens sur les techniques de communication, la gestion de stress. Ils prennent même des certificats à la fin, etc. Donc, contrôler toute la chaîne qualitative sur en fait la valeur que tu proposes aux clients, déterminer ses points de vulnérabilité et les corriger one by one. C'est un chantier qui nous a pris 6 mois. Jusqu'aujourd'hui, on continue à bosser. Il y a trop de vulnérabilité. Mais le simple fait de dire, tu sais quoi, j'ai dit 6 mois, mais en réalité, ça a fait 9 mois. Toute l'année 2022, je suis venu en avril, on a bossé jusqu'en décembre. J'ai dit, marketing, je sais que tu es pressé de vouloir faire des choses avec moi, mais attends, parce que si on fait du marketing, on va amplifier nos problèmes. On va frustrer plus de personnes, donc on aura plus de churn en fait que de rétention et on va se griller les ailes. Donc, patiente-toi. On a fait patienter le marketing pendant 9 mois. Pendant 9 mois, pratiquement zéro marketing. Bon, d'action marketing, on a des codes promo, ce genre de petits leviers. Mais au bout de 9 mois, on était déjà à plus de 300% de croissance. Juste en bossant sur la qualité de service. Parce qu'un client content, déjà quand tu as un client frustré, il va en parler autour de lui. Bon, aujourd'hui, c'est facile. TikTok ou bien Twitter, tac, 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 right? Euh, Autant qu'un client content, en fait, tu n'as pas idée du nombre de personnes qu'il peut te ramener.
Peut-être en fait que tu étais dans un bureau en réunion. Tu demandais, ah, mais ton téléphone sonnait depuis, le niveau il va se fâcher. Mais le gars, mais madame, vous aussi, c'est pas gentil. Pensez un peu à moi ou bien. Il rigole un peu, bon, prenez bon appétit, on est ensemble. N'oubliez pas de commander la prochaine fois. Tous ceux qui sont là, en fait, leur mindset va changer. Right? Donc, pour moi, c'était ça. Donc, la croissance, en fait, 50% de notre croissance, c'était d'améliorer la qualité de service. Les autres, c'était d'ouvrir, de faire du sustaining innovation, donc de créer de nouvelles lignes de business, cibler, en fait, les tout petits marchands, en fait, pour ce genre de clientèle, rapporter de nouveaux produits, développer de nouvelles marques, et aider nos partenaires, en fait, eux-mêmes, en fait, à scale. On a des partenaires qui sont très performants, mais éventuellement, quand tu vas chez eux, tu sais pas que Gozem est là. Maintenant, c'est un truc simple, on colle nos stickers, ce genre de choses. OK. Mais ils sont tellement performants, mais ils ne savent pas qu'ils ont d'autres leviers de croissance. Tu les montres comment se valoriser en ligne. Pourquoi est-ce qu'il faut communiquer? Comment communiquer? Déjà sur eux-mêmes, éventuellement en rappelant aussi qu'on est partenaire. On a explosé. J'ai beaucoup appris de toi, très sincèrement. J'ai surtout appris que en termes de croissance, il faut d'abord partir de la qualité du produit, Yes. même sur des segments comme le e-commerce ou ceux que tu as pu couvrir. Yes. Et c'est étrange parce que, tu vois, ça fait la troisième session de coulisses et c'est comme ça que moi, j'aime apprendre. J'aime poser des questions aux gens, j'aime écouter ce qu'ils me disent. Et ce que je retiens depuis la première saison, que ce soit telle personne dans le domaine des startups ou telle personne dans le domaine de la création de contenu, quels que soient les départements, les industries, ça revient toujours. Au point où tu comprends pourquoi est-ce que la phrase fait en sorte d'avoir le meilleur produit semble bateau. Exactement. Il y a beaucoup de vérité dans le produit et dans la croissance, ou même dans la rentabilité, qui surtout reposent sur des vérités bateaux. Et donc, là, j'ai envie justement, quand on a parlé des vérités non conventionnelles, qu'on parle des vérités bateaux. Sure. Est-ce que tu peux nous parler de 3 vérités bateaux que toi, tu as pu rencontrer dans ton travail, dans ton rôle, et qui pourraient aider des gens qui veulent voilà, atteindre de la croissance ou de la profitabilité? Yes. La vérité, bateau, en fait, comme tu l'as dit, déjà, la première chose pour moi, la qualité est importante. C'est-à-dire que la qualité se trouve partout. La qualité, ce n'est pas seulement en fait dans le produit en lui-même, c'est dans l'accessibilité du produit. Si par exemple, en fait, le Palmida de 800 là, ou de 1000 francs que je suis prêt à acheter, le seul endroit où je vais le trouver, c'est à Kassato, je vais réfléchir plusieurs fois avant d'y aller. Éventuellement, d'autres diront la distribution, etc. Mais tout ça, pour moi, en fait, c'est dans la qualité de façon générale. À quel point est-ce qu'il est facile, en fait, de toucher ton produit? À quel point il est facile, en fait, d'onboarder les gens? J'ai une amie, en fait, qui faisait un très bon produit. Faisait parce qu'elle a pivoté, très bien packagé, mais à chaque fois, je n'arrivais pas à ouvrir le packaging, je devais mettre là-dedans. Et c'était frustrant pour moi. Et cette frustration fait que Bachar a dit, bon, j'ai encore, non, franchement, c'est bon. Je veux juste le détacher, quoi, simplement. La qualité, en fait, et donc, les détails sont très importants. Trop de détails, en fait, peuvent tuer le détail si tu veux. Mais le détail, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent accéder à ton produit. Je parle du produit de façon générale, donc ce n'est pas que de la tech. Puissent accéder à ton produit de façon très facile. Je vais donner l'exemple de tailleur, de façon très simple. Je suis un tailleur aujourd'hui, j'ai fait une formation, je suis peut-être un jeune ou whatever. Peut-être en fait que les gens n'ont pas besoin de moi à l'ancienne pour que je leur montre l'album comme les parents avant, quoi. La qualité, c'est aussi dans l'accès en fait. Regarde par exemple ce catalogue-là qui est peut-être une galerie en ligne ou sur WhatsApp ou whatever. Des gens qui te ressemblent, qui ont peut-être ta même silhouette, la façon dont je te réponds, la façon dont je te prends en charge, peut-être même que je t'enverrai un modèle en fait qui t'intéresse, etc. Et dans tout le processus d'onboarding, la qualité, c'est aussi les gens ont accès à ton produit facilement. Ok, mais est-ce que ce produit pour eux est facile à utiliser depuis le premier jour sans assistance même externe? Est-ce que en fait du premier jour, à chaque fois en fait que j'ouvre en fait mon carton, la dernière fois j'ai ouvert le carton de mon Mac, cette joie que j'avais, c'est parce que tout est à sa place. J'ai pas besoin en fait d'avoir un doctorat pour savoir tout est à sa place. Donc
Donc, la notion de qualité paraît tellement banale qu'on le banalise. Mais la qualité se trouve partout. Déjà, fais un produit que les gens aiment en le rendant facile d'accès et facile d'utilisation. Right? Le packaging, c'est important. Et le packaging, c'est au-delà, en fait, de l'emballage papier, carton, etc. Le packaging, dans la définition même, c'est la présentation d'un produit. Donc, un produit tech, les gens ont dit, ouais, mais comment est-ce que je vais packager un produit tech? Bah oui, tu peux packager ton produit tech, en fait. Ça peut être une application, etc. Le plus important dans le packaging, par exemple, pense en ça, en fait, comme quelque chose de physique, quoi. Quand tu ouvres un produit, en fait, tu as envie de voir, en fait, ce que tu as commandé avec facilité. Tu as envie de pouvoir l'enlever facilement. Donc, ton application, en fait, peut-être que ton packaging, c'est déjà, en fait, ta première page qui est intéressante. C'est aussi ton endroit. Vas-y, je vais donner un exemple. Ça va te paraître cliché. Mais relis en fait les tweets en fait de quand tu as lancé en fait les doses d'énergie que tu partageais sur Raw. Les gens étaient simplement contents parce que le mail s'adressait à eux. C'est un packaging en fait où les gens lisaient, ils étaient contents. Ouais, mais j'ai reçu le mail de Mylène aujourd'hui, de Raw aujourd'hui, c'est le feu, je suis à fond, etc. Et ça crée une énergie parce que le produit est bien packagé. Tu rentres en fait dans une communauté plus ou moins exclusive. Tu as en fait accès en fait à un niveau de savoir en fait plus ou moins exclusif, etc. Et tu reçois en fait des mails en fait où mais tu te dis, mais en fait, j'ai tout ce que je veux en fait. Le packaging aussi, euh, j'en sais rien moi. Je suis quelqu'un, je suis un restaurant en ligne. Ok, je n'ai peut-être pas l'argent pour acheter les crafts, mais j'arrive en fait à avoir des emballages plutôt éco-responsables. Et à chaque fois que je t'envoie ton produit, j'ai une carte en fait où je mets en fait une petite vanne pour te faire rigoler, par exemple. Ou à chaque fois, je prends le produit, je sais que non, aujourd'hui, elle va me faire rigoler, aujourd'hui, elle va me faire sentir bien, c'est le packaging. Donc, la qualité du produit, le packaging du produit, c'est des notions qui sont très importantes. La troisième chose qui paraît bateau, s'il te plaît, le service après-vente, c'est important. Le service après-vente, un client, c'est la personne la plus capricieuse du monde, mais c'est les personnes qu'on aime avoir, en fait, quand on entreprend, quand on a un produit. Et le client, parfois, même s'il n'a aucun problème, il a juste envie de savoir que quelque part, on l'écoute, quoi. Et donc, ce n'est pas parce que j'ai fini de te vendre en fait un produit que lorsque tu vas m'écrire pour me demander, oui, mais j'ai oublié de te demander comment est-ce que je peux utiliser, que bon, parce que je voulais te vendre, je te vendais en 2 minutes, j'ai fini de te vendre, je vais te répondre après 20 minutes. C'est la meilleure façon en fait de perdre tes clients. Donc, la qualité de service que tu proposes, comment est-ce que tu packages ton client, comment est-ce que tu offres une expérience de support magnifique. C'est-à-dire en fait qu'on sache qu'à n'importe quel moment, j'ai un problème, à n'importe quel moment, j'ai oublié une notice, à n'importe quel moment, j'ai fait ceci, il y a quelqu'un qui m'écoute. Les clients, en fait, ont juste envie de savoir que, même si on n'arrive pas à trouver la solution, savoir au moins que tu as écouté, ça détend, ça calme le niveau de stress. Ces trois éléments-là, pour moi, représentent et représenteront pour moi dans l'avenir avec les fondamentaux de mon business. À quel point est-ce que j'offre une qualité de service irréprochable, à quel point mon produit est packagé, à quel point j'offre en fait un support client en fait irréprochable aux gens. Parlons justement d'avenir. Dans 3 ans, qu'est-ce qui sera différent à propos de toi? J'espère en fait pouvoir, dans 3 ans, j'espère en fait prendre ma claque en me rendant compte que je me suis trompé sur beaucoup de choses. Parce que pour moi, le plus important, il faut qu'on ait la capacité et l'honnêteté en fait de se remettre en question. Mais ce qui changera le plus avec moi, je pense, peut-être que j'aurai une famille. Je disais ça tout à l'heure en intro pour rigoler, mais non, pour être beaucoup plus sérieux, tu sais poser des questions, hein, parce que là, c'est vraiment une très très bonne question. Disons peut-être, pour me rendre moi-même la tâche facile, ce qui ne changera pas déjà sont les valeurs en fait que j'ai engrangées en fait, qui, qui disent en fait que les hommes, il y a de richesse que d'hommes. La meilleure façon de t'élever, c'est en faisant en fait grandir les gens avec toi au fur et à mesure et en créant en fait pour eux un environnement, un climat qui favorise en fait leur éclosion. Euh, et cette capacité aussi en fait de se dire
oui, c'est peut-être mon produit, mais j'ai tort, en fait. Reconnaître, en fait, franchement, que tu as tort. Je pense, en fait, que c'est les valeurs, en fait, que je compte conserver, vraiment. Ensuite, ce qui changera peut-être, c'est la façon dont j'aborde les problèmes aujourd'hui. Quand j'ai quitté Quattro, je venais à gauche et me dis, ouais, bon, je vais leur montrer d'où je viens, machin et tout. Et là, tu te rends compte que, mais, il existe un autre monde que tu ne connaissais pas du tout. Et donc, à un moment donné, je faisais une blague avec des amis en disant, mais franchement, moi, à gauche et moi, on me paye pour apprendre. Même si quelque part, en fait, on fournissait du résultat. Et donc, je pars du principe, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre écosystème, éventuellement de mieux en mieux. Et donc, j'espère avoir plus de maturité. Franchement, ta question, hein, c'est une très bonne question parce que ça me fait réfléchir à certaines choses auxquelles j'avais pas réfléchi. J'espérais être bien préparé, tu vois, sans bugger. Là, c'est la première fois que je bug. Euh, mais comme on le dit dans le jargon, en fait, en réalité, un bug, c'est une fonctionnalité. Ce qui changera peut-être, en fait, que je serai plus assagi. Vraiment, plus assagi. Là, je suis conscient, en fait, qu'il y a beaucoup de forces brutes que j'ai. euh, cette niaque en fait que j'ai en fait de vouloir tout bousculer, de tout essayer en fait en même temps, ce qui fait que j'échoue lamentablement sur d'autres choses. Je pense en fait que j'aurais engrangé un peu plus d'expérience pour ne plus refaire en fait certaines erreurs en fait. Je sais que ce n'est pas une réponse très convaincante, mais la question était très profonde. Donc, ce qui ne changera pas, au moins tu le sais, ce qui changera, honnêtement, j'espère en fait être un nouvel homme qui regardera en fait 3 ans en arrière, donc ce jour en fait où on fait cette interview, ou plutôt cet échange, c'est plutôt enfin, un échange en fait qu'une interview, en se disant mais tu étais con quoi, C'est ce qu'on et souhaite que tous. beaucoup de choses ont changé. Ouais. Je voudrais terminer cette conversation en posant une question à toi. C'est une question à trois têtes, comme je l'appelle. Yes. La première question, c'est l'outil qui a explosé ta productivité. La deuxième, c'est la phrase qui t'a marqué personnellement ou professionnellement. Et la troisième, c'est le livre que tu penses que tout le monde devrait lire. Wow, très bonne question. C'est bête ce que je vais te dire, hein. L'outil Google Workspace. Pour ceux qui n'ont pas Google Workspace, Google Drive. Like, je crée mes documents, toi, moi, Harry, tout le monde, en fait, on est là-dessus au même moment. Donc, c'est fini, en fait, les versions 1, version 2. Mon sheet, c'est pareil. Mon slide, c'est pareil. Euh, les documents sont centralisés, partagés. Honnêtement, ça paraît très basique, mais pour moi, en fait, ça a explosé ma productivité, quoi, parce que là, tout de suite, tu as besoin d'un truc, je te partage juste, en fait, mon drive, right? Je te partage mon docs, je te partage mon slide, je te partage mon sheet. Pour moi, ça va au-delà en fait de tout ce que j'ai appris, hein, la programmation, j'ai appris à utiliser les outils de data analytics, j'ai appris à utiliser VS Code, etc. Google Drive, ça a changé ma vie, quoi. Pour être honnête, je suis en like, ça a changé ma vie. Hmm. Alors, cette phrase en fait qui m'a le plus marqué, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Hmm. Ça, c'est mon deuxième bug, hein. Euh, attends. Donc, peut-être que c'est ma façon de procéder actuellement qui fait que je fais un bug parce que j'essaie de revoir dans les livres que le truc. Mais la chose, en fait, la plus importante, en fait, comme phrase, ça revient encore une fois en 2007. Tu ne peux compter que sur toi-même. Honnêtement, cette phrase, c'était le début de tout. Euh, je suis croyant et j'essaie d'appliquer au mieux, en fait, ma croyance, mais éventuellement, pour moi, déjà, en fait, il y a quelque chose, il y a un être qui transcende, en fait, donc Dieu. Mais en dehors de Dieu, honnêtement, je suis de ceux-là
qui, lorsque soit un anniversaire, nouvel an, tout le temps, quand il faut souhaiter des vœux, j'ai un seul vœu, la santé. J'estime en fait, c'est pas conventionnel, que tant que tu as la santé, ton destin est dans tes mains. Personne ne le fera pour toi. Donc, la phrase qui m'a le plus marqué, c'est: tu ne peux compter que sur toi-même. Tout est en tes mains. Ta réussite comme ton échec. Et, ça revient à une petite phrase du Coran qui dit: Dieu ne charge aucun de ses serviteurs d'un fardeau plus lourd que sa capacité. Donc, qu'importe en fait ce que l'on traverse, la clé c'est dans ta main, quoi. C'est pas tant que tu as la santé, tu te lèves tous les jours, tu ne peux compter que sur toi-même parce que ce qui t'arrive, c'est parce que tu as les moyens de le surmonter. J'en suis profondément convaincu. Vraiment. Alors, la troisième question, le livre en fait que je recommande aux gens. J'ai lu tellement de livres que ça va paraître très bidon, encore une fois, puisqu'on parle de bidon. Mais c'est le dernier que j'ai lu, qui a été, qui a été offert en fait par un ami. Waouh! Alors, tu sais quoi? Je reviens rapidement sur la deuxième question. La phrase qui m'a le plus marqué, puisque je parlais du livre, ceux qui me connaissent intimement savent que quand je me mets en fait sur la route pour me mettre à courir, la première musique que j'écoute, ça fait que je suis en feu, right? Et c'est Lose Yourself de Eminem. Look, if you have one chance or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, will you catch it up or will you let it slip? Ça dit tout. Donc, et ça revient à ce que je disais, tu ne peux compter que sur toi-même, quoi. Donc, ce livre-là, j'en parle parce que récemment, on a battu encore un record, en fait, avec mon équipe à Gozem. C'était un très gros pari qu'on a pris. Donc, on a fait du plus de 100% en 9 mois. C'est un très gros objectif, vraiment. Et donc, il m'a offert le livre là. Et à l'intérieur du livre, la note de félicitations, il m'a écrit la même phrase, look, etc. de Eminem. Et il a mis félicitations. Donc, ça, je me suis rappelé de ça. Mais le livre, en fait, c'est un livre de Paulo Coelho. Ce n'est même pas un livre de stratégie ou whatever. Ça s'appelle La Voix de l'archer. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre. C'est le dernier que j'ai lu. J'ai lu beaucoup. J'allais parler de Can't Hurt Me, machin, mais La Voix de l'archer. En fait, très rapidement, c'est l'histoire en fait de quelqu'un qui a quitté un village lointain et qui voulait rencontrer un archer dans un village. Mais dans le village, tout le monde pensait que l'archer, en réalité, était un charpentier parce qu'il cachait un peu son art. Donc, le mec qui est venu voir l'archer, en fait, quand on lui a conduit à l'archer, dit qu'il a travaillé toute sa vie pour venir lui montrer qu'aujourd'hui, il est arrivé, comme le disent les Ivoiriens, qui va le battre. Et donc, l'archer, en fait, l'a mis sur, en fait, une piste normale pour qu'il tire, la personne a atteint son objectif et l'a amené sur une piste beaucoup plus proche de l'objectif, mais sur un fil, en fait, pendant. Et donc, le mec, malgré ses années d'entraînement, n'a pas pu atteindre l'objectif. Et donc, c'est là il a enseigné la voie de l'archer, comme quoi, à un moment donné, tu dois devenir un avec ton arc et avec ta flèche. C'est un livre qui est très profond, très facile à lire. Je l'ai lu en une semaine. Tous les matins, en allant au boulot. Donc, ce n'est pas, si je m'étais posé, j'allais finir en une journée. Mais c'est un livre profond et je pense en fait qu'il est tellement profond de sens que tout le monde devrait le lire. Merci beaucoup, Salim. Merci, Mylène. J'ai j'ai beaucoup appris et à des moments donnés, j'avais des flashs où je pensais déjà à tout ce que je ferais le mieux après t'avoir écouté. Donc, merci pour ta vulnérabilité et merci aussi pour ta générosité, tous les conseils que tu as pu partager. Et est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Oui, mais je voulais te remercier parce que tu m'as posé des questions. Je me suis dit non, no way. Enfin, il faut pas que ça m'arrive. J'ai bugué 2 fois. C'est très rare. Généralement, j'ai mon framework pour me contenir. Bon, tu sais, je sais faire politiquement correct, répéter la même question, tu vois, comme les politiciens. Non, mais franchement, c'était un très bon exercice. Je profite en fait pour faire un shoot-out parce que c'est très important. Moi, quand je me lançais dans la tech, dans tout ça, j'ai été inspiré par les riches. J'ai lu des articles sur Irawar, sur Raoudad, plein les étoiles dans les yeux. Et honnêtement,
il n'y aurait pas eu ces personnes, éventuellement d'autres personnes en fait qu'on connaît en fait certainement tous dans l'écosystème. Donc c'était très important en fait d'avoir en fait des repères. Et aujourd'hui en fait vraiment j'adore en fait ce que tu es en train de faire. Permettre aux gens de rêver. Ça ne veut pas dire en fait le simple fait de permettre à quelqu'un de rêver, ça change le monde. Et je suis convaincu que tu es en train de changer le monde et you have to keep this thing right. Une question que tu m'as pas posée, pourquoi je cours? Pourquoi tu cours? Là, je fais mon deuxième marathon, je ferai un autre. Je ferai de l'ultra running, certainement. Je cours en fait pour découvrir la profondeur de mon âme. À quel point est-ce que je suis profond? Au bout de 10 kilomètres, c'est une course de plaisir. 20 kilomètres, c'est un challenge mental. 30 kilomètres, c'est un challenge physique. Tu ne sens plus tes os, etc. Tes pieds sont en train de trembler. 40 kilomètres, beaucoup de gens en fait prennent le mur à 30 kilomètres, right? Moi, j'ai vu des gens en fait s'évanouir, d'autres pisser du sang à 30 kilomètres. Mais la seule chose qui fait en sorte que tu termines la course, c'est la qualité de ta pensée. Et c'est là en fait tu découvres à quel point est-ce qu'on est profond, à quel point est-ce qu'on fait des choses en fait où on n'était pas, où on n'est pas, on ne se sentait pas du tout capable en fait. À quel point est-ce qu'on se découvre à nouveau. Donc moi, quand j'ai fini mon marathon, j'ai arrêté de me demander de quoi est-ce que je suis capable. Plutôt, je me demande maintenant de quoi est-ce que je ne suis pas capable. C'est pour ça que je cours. Ça me permet de tout simplement te dire, run Salim, Yeah, run. thank you very much. À très bientôt sur Irao. Très bientôt, merci beaucoup. Ciao.